Merci Chérien, merci à Jean-Paul Segade aussi de m'avoir invité, de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer ici aujourd'hui devant vous. Alors je suis désolé qu'Hugues de Jouvenel ne soit pas là parce qu'effectivement j'avais préparé une intervention qui se situe dans la continuité, même si c'est dans la continuité critique de ce qu'aurait pu dire Hugues de Jouvenel. Alors néanmoins, j'ai un petit peu recomposé, pour ainsi dire, ma stratégie d'intervention en évoquant certains points qui auraient pu, à mon avis, être évoqués par Hugues de Jouvenel. Alors, une fois n'est pas coutume pour moi, pour ceux qui vont peut-être eu en cours, je ne sais pas, je vais essayer d'être structuré. Je vais essayer d'être structuré. Donc, je vais faire un exposé en 6 parties. Je ne sais pas si à la fin les parties seront visibles. Oui, non, c'est pas un exposé, c'est pas Sciences Po, c'est pas la culture dominante droit Sciences Po. Parce qu'en réalité, de formation, je suis plus sociologue et philosophe de formation que dans cette culture Sciences Po que je connais un peu puisque je la fréquente, j'allais dire, parce que je me dois de la fréquenter. J'y suis, pour ainsi dire, immergé. Donc, la première partie, ça sera une partie que j'ai appelée prolégomène. Prolégomène, c'est-à-dire une partie préalable, une introduction, mais pas une simple introduction comme les autres, une introduction qui servira à définir, comment dire, à revenir justement sur un certain nombre de préjugés concernant la notion de valeur, la notion de culture dominante, la notion aussi puisque dans l'intitulé j'avais mis la mutation des valeurs dans les sociétés industrielles avancées, genèse et structure d'une nouvelle culture dominante, donc aussi sur la notion de société industrielle avancée. Donc j'essayerai, c'est une partie un peu définitionnelle, qui nous permettra, il me semble, de mieux comprendre ce que j'ai pour projet de vous dire par la suite. Dans un deuxième point, le deuxième point, ça sera plutôt sur la socialisation, ce que les sociologues appellent la socialisation, c'est-à-dire les modalités selon lesquelles une culture s'intériorise, c'est-à-dire notre place dans la société, notre culture, enfin tout ce qui constitue notre langage au sens large, nos modes d'expression, comment cela s'intériorise. Le troisième point, ça sera pour entrer un peu plus dans les détails sur cette notion de valeur. Parce que j'ai remarqué depuis quelques années que cette notion de valeur était très souvent fétichisée. Fétichisée dans les discours politiques. Par exemple, vous allez avoir des individus qui vont exclure d'autres individus au nom de nos valeurs. Et on ne sait pas très bien ce que veulent dire ces valeurs en question, qu'est-ce que ça signifie, quelles sont ces valeurs. Et souvent ce qu'on appelle un jugement de valeur, c'est du moins ce que j'ai pu remarquer, j'essaierai de m'en expliquer, ce qu'on appelle un jugement de valeur, en général, est plus proche d'un jugement de goût. Il y a une façon d'exclure autrui sans avoir à s'expliquer. Et pour ne pas avoir à s'expliquer, on dit « Ah, c'est une question de valeur ». Alors qu'en réalité, on peut très bien s'expliquer sur les valeurs. Quand on ne s'explique pas, c'est une question de goût, justement. C'est une question d'esthétique. Et je crois que beaucoup, aujourd'hui, de conflits, y compris ce fameux choc des civilisations, entre guillemets, est beaucoup plus un choc d'esthétique que sur le fond, un choc de valeurs. Et j'essaierai aussi d'y revenir. Donc ça sera le troisième point. Le quatrième point, ça sera sur, alors un peu plus philosophique, pourrais-je dire, entrer dans la question, mais alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de valeur et pourquoi est-ce que l'homme en particulier a besoin de valeur? Pourquoi est-ce qu'il a besoin de ça? Comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça participe de la définition même de l'homme? Et ensuite, dans le cinquième point, j'en viendrai à véritablement la question de cette mutation des valeurs qu'on situe, en gros, du moins celle à laquelle je fais référence, qu'on situe aux alentours des années 50. J'évoquerai ce qu'on appelle justement les enquêtes mondiales sur les valeurs, aussi les enquêtes européennes sur les valeurs. J'essaierai de les critiquer, je vous dirai à quoi j'en suis arrivé dans mes propres recherches sur ces questions. Et dans une sixième partie, j'évoquerai, si j'ai le temps, ou du moins nous l'évoquerons dans le débat, si je n'ai pas le temps, les conséquences sociales dans ce qu'on pourrait appeler les différents mondes individuels et collectifs.
c'est-à-dire au sein même de la famille, au sein du monde du travail, dans l'entreprise, au sein de l'hôpital. Enfin, comment est-ce que cette transformation générale a des conséquences particulières disséminées dans l'ensemble de la société, c'est-à-dire dans les différents mondes collectifs. Voilà. Donc, cette première petite partie prolégomène, qui est en gros une petite partie liée aux définitions. Alors, sur valeur. Qu'est-ce qu'une valeur? Alors, dans le discours, dans le sens commun, on a tendance à confondre une sorte dans le même sac, valeur, représentation, idée, toute une série de notions, toute une série de choses. Et je crois qu'il faut très clairement, tout de suite, les distinguer. Très clairement. Une valeur, c'est ce qui tend à, d'ailleurs le mot lui-même le dit, à valoriser une dimension, un élément, un certain nombre de choses, plutôt qu'une autre. Une valeur, c'est la mise en balance qui permet, à la suite de cette mise en balance, justement de se décider. Une valeur, ça sert à ça. Donc, pour résumer, une valeur, c'est un ordre de priorité, c'est-à-dire ce sont des hiérarchies prioritaires. Alors, quand on fait des enquêtes sur les valeurs, en général, on pose des questions ordinales, c'est-à-dire pour que ceux qui répondent, ceux qui sont censés répondre à la question, ce qu'on appelle les acteurs sociaux, répondent en disant voilà, qu'est-ce que vous mettez en premier, en deuxième, en troisième, en quatrième, en cinquième, en sixième. Donc, les valeurs sont des ordres de priorité. Alors la première chose qu'il faut dire, c'est que on ne peut pas se passer de valeur parce qu'on ne peut pas se passer d'ordre de priorité parce qu'on a sans cesse besoin de se décider. Je sais que ce matin, d'après ce que m'a dit Florence, vous avez fait de la neurologie. Alors, en sociologie, on a une école sociologique. C'est très à la mode aujourd'hui le mot cognitif. Effectivement, nous aussi, en sociologie, on a une école qui s'appelle cognitive, la sociologie cognitive. Une école à laquelle j'adhère, pas entièrement, mais j'adhère en particulier sur un élément, une idée particulière, selon laquelle la perception sociale ne sert pas à absorber de l'information, mais sert avant tout à éliminer de l'information, parce qu'on a toujours trop d'informations. Si vous voulez, on est un peu comme l'âne de Buridan. On a autant de raisons de se diriger vers l'avoine, de se diriger vers l'eau. Donc, à la fin, il faut quand même qu'on choisisse, parce que sinon, on finirait par mourir de faim et de soif. Et donc, au fond, les valeurs, à l'échelle sociale, servent à quoi? Elles servent justement, alors un mot qui n'est pas très politiquement correct, mais c'est le cas, c'est qu'elles servent à discriminer. Elles servent à distinguer, elles servent en gros à choisir. Alors il est vrai que les valeurs dans ce sens-là conditionnent les jugements de goût. Lorsqu'elles sont véritablement intériorisées. Vous faisiez référence à Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu a un terme, je trouve, qui est plus intéressant que le terme intériorisé, c'est le terme incorporé. Pour lui, il y a plusieurs types de valeurs. Il y a des valeurs qui vont être... Après, on rentrera dans le détail de ce genre de distinction, mais il y a des valeurs qui sont réfléchies. Quand on vous pose la question, quelle valeur vous avez à dire oui, moi je suis tolérant, moi ce qui compte c'est ceci, c'est pas moi en particulier parce que je suis pas égoïste, c'est ma famille, c'est ceci, c'est cela, etc. Vous voyez, bon. Ça, c'est les valeurs réfléchies. C'est-à-dire les valeurs qui sont relatives à l'image que vous voulez donner de vous-même, pas seulement aux autres, mais aussi à vous-même. Mais il y a aussi les valeurs qui sont incorporées, c'est-à-dire les valeurs que vous ne pouvez pas vous empêcher d'avoir, je pourrais presque dire d'être, que vous le vouliez ou non, et qui se manifestent directement dans vos choix. C'est-à-dire que vous pouvez être très généreux réflexivement et fondamentalement radin si vous voulez, au niveau incorporé de vos valeurs. Incorporé, ça veut dire que c'est dans votre corps, c'est physique. C'est vraiment physique. C'est quelque chose ce sont des couches, en quelque sorte, je ne sais pas, de sédiments émotionnels qui sont construits par votre famille, par toute une série de choses qui peuvent remonter à plusieurs générations, puisqu'on parle de transmission, et parfois que vous ne contrôlez absolument pas. Donc vous voyez
Quand on prononce le mot valeur, en fonction, et on y reviendra, des outils que l'on utilise en sociologie, on va repérer seulement un niveau de valeur et pas l'autre. Donc maintenant, il faudrait savoir, en utilisant tel outil, quel est le niveau de valeur qu'on éclaire. Tel autre outil, quel est l'autre niveau de valeur. Et on y reviendra. Juste une petite chose, puisque vous parliez de la série d'émissions que j'avais faite sur France Culture, les évidences universelles. Effectivement, les évidences universelles, l'idée de l'émission, c'était de montrer qu'il y avait un certain nombre, qu'on a tout le temps des préjugés, des évidences, et qu'au fond, il ne faut pas essayer de les éliminer parce que c'est le principe même de la perception, c'est-à-dire qu'on ne peut pas exister, aussi bien dans l'espace purement physique que dans l'espace social sans préjugés, parce que sinon on n'arriverait pas à discriminer les choses, on n'arriverait pas à se frayer un chemin sans préjugés, parce qu'on arriverait à ne rien juger, au fond. Mais qu'il y avait une différence entre ce niveau nécessaire des évidences, qui constituent en quelque sorte le sol sur lequel nous évoluons, nous agissons, et un deuxième niveau politique, où là on va passer à une discrimination qui va être politique. C'est-à-dire au nom de mes évidences qui me servent à construire le décor de ma vie, à agir dans le monde, je vais imposer un certain nombre de règles sociales et politiques. Et moi je crois que justement le débat politique, le débat dans l'espace public en démocratie sert à éviter le passage des discriminations nécessaires, qui sont des discriminations perceptives, des discriminations socialement incorporées, à la discrimination politique que l'on impose à tout le monde. Je pense que c'est ça, au fond, dans une certaine mesure, l'originalité de la démocratie. Ça ne marche pas tout le temps, c'est ce que j'essaie de montrer dans Une laïcité légitime. Enfin, c'est quand même... je veux dire, la démocratie, c'est une ascèse, c'est un effort, une sorte de travail permanent dans l'espace public qu'on doit essayer de faire contre ses propres préjugés. Alors ça, je ne l'invente pas, c'est ce que dit, au fond, c'est ce que dit Habermas. C'est ce que disait feu Castoriadis, le philosophe politique français, qui nous expliquait que la démocratie n'existait pas seulement en amont, pas parce qu'on est majoritaire, en gros, que ça c'est la démocratie au sens procédural, mais ensuite il y a une pratique de la démocratie. La démocratie, on doit en faire l'expérience en quelque sorte en aval. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des lois qui sont issues de la majorité, donc procéduralement démocratiques, mais qui ne sont pas démocratiques en aval. Si on décide que tous les gens qui ont qui ont telle taille, tel poids, ceci ou cela, si c'est une majorité de Français, une majorité de députés qui le décident, d'après Castoriadis, ça ne serait pas malgré tout démocratique. Pour Castoriadis, c'est un peu plus compliqué. Il explique que toute loi, pour être démocratique, au sens où il l'entend lui, doit contenir en elle-même le principe de sa propre critique, la possibilité même de sa propre critique. Bon, c'est une chose. Alors, ça tombe bien, ça sera sur le deuxième point que je voudrais évoquer à titre de prolégomène. C'est cette notion de société industrielle avancée qui, en sociologie, est plus ou moins équivalente. Ce n'est pas exactement la même chose, mais plus ou moins équivalente de la notion de société dite post-industrielle. Alors, si je tiens à faire un certain nombre de remarques à ce sujet, c'est pour bien distinguer la notion de post-industriel ou industriel avancé. Après, je m'expliquerai aussi là-dessus, et post-moderne. Que je récuse absolument cette expression de post-moderne. Et je vais m'en expliquer. Moi, je n'avais pas prévu de m'en expliquer, mais comme j'ai plus de temps, je me suis dit, tiens, je vais pouvoir parler de ce débat qui me tient beaucoup à cœur. On nous dit, enfin, on a une multitude de définitions de la modernité, toujours pareil, dans le sens commun. On dit, la modernité, c'est plus moderne, c'est plus récent. On nous dit, la modernité, c'est rationnel, c'est la rationalité. On voit toutes les définitions. La modernité, c'est la valorisation du progrès. La modernité, c'est le libéralisme des mœurs. La modernité, c'est ceci, cela, etc., etc. La modernité, ce n'est absolument pas ça.
Ça, ce sont des instruments qui se sont trouvés être au service de la modernité, c'est-à-dire qui ont été mobilisés à un moment donné par la modernité. Et ce n'est pas ça du tout, la modernité. Descartes n'était pas moderne. Descartes a inventé le repère orthonormé, il invente une forme de rationalité. La rationalité, qu'est-ce que c'est? La rationalité, c'est quelque chose de très simple. La rationalité, ce n'est pas comme la raison grecque, effectivement. La rationalité, ratio sur nos machines à calculer, ça veut dire diviser. La rationalité chez Descartes, c'est diviser la difficulté en parties de plus en plus petites. Bon, c'est une méthode très intéressante, mais ce n'est pas ça l'originalité de la modernité. Il y a des sociétés aujourd'hui qui peuvent trouver cette méthode fort intéressante et diviser la difficulté en petits morceaux chaque fois qu'ils tombent sur une difficulté, et en même temps n'être pas du tout modernes dans leur fonctionnement. Pas du tout. Après, la rationalité, ça a aussi voulu dire, et ça c'est plutôt chez Max Weber, c'est la division de l'effort pour arriver à un but préétabli. Et ça a servi, c'est ce qui a été une des origines aussi de la sociologie des organisations. Cette idée selon laquelle on divise son effort, mais comment est-ce qu'on divise son effort, comment est-ce qu'on fixe les objectifs, etc. etc. Donc tout ça, ce n'est pas la modernité. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que la modernité? La modernité, comme son nom l'indique, c'est l'émergence progressive. Ça a duré très longtemps. On peut la faire remonter, alors ça dépend. On peut aller même jusqu'au XIVe, jusqu'au XVe siècle, dans certaines manifestations de cette modernité, mais qui n'étaient pas encore devenues dominantes, justement. En tout cas, effectivement, la modernité est devenue dominante, c'est-à-dire est devenue le système dominant, à un moment donné, au XVIIIe siècle, quand un certain nombre de régimes, de systèmes juridico-politiques ont basculé. Et ils ont basculé dans quoi? Ils ont basculé dans la construction d'un espace public où les différents modes d'existence, modernité, différents modes d'être, modes d'expression, étaient tolérables dans un même espace qui était unique dans l'histoire de l'humanité. Ça voulait dire que la modernité, c'est lorsque dans un espace donné, j'ai le droit de m'exprimer, y compris esthétiquement, dans la mesure, alors on est obligé du coup de fixer des limites, parce que jadis, les limites dans un monde traditionnel, les limites, elles sont fixées a priori. Donc on n'a pas de problème avec la fixation des limites. Alors que dans le monde moderne, ou le monde qui valorise ou qui laisse la liberté d'expression à ces modes d'existence, ces modes d'être, il faut fixer des limites, mais des limites non définies a priori. D'où l'émergence, en droit public français, mais dans d'autres, il y a à peu près l'équivalent dans tous les systèmes juridiques des sociétés modernes, de la notion d'ordre public, qui est la limite. Tranquillité, salubrité, sécurité publique, mais une notion qui est elle-même variable et à l'intérieur de laquelle on fait entrer un certain nombre de valeurs. Aujourd'hui, on parle de droit public économique, d'ordre public économique, on fait varier la définition de ce qu'est la tranquillité, de ce qu'est la salubrité, de ce qu'est la sécurité publique. Néanmoins, ce n'est pas défini a priori, c'est défini a posteriori. Donc la modernité, c'est ça. La modernité, c'est on laisse s'exprimer a posteriori dans un même espace différents modes d'expression. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Parce que si vous lisez, par exemple, un texte dans un livre qui ne donne pas très envie de lire, le titre du livre ne donne pas très envie de lire, hein, c'est un livre de Martin Heidegger, le philosophe allemand. Le livre s'intitule Holzweg, chemin de transverse, chemin qui ne mène nulle part. Ça a été traduit en français. Ce n'est pas vraiment chemin qui ne mène nulle part, c'est chemin non frayé. C'est ce que ça veut dire exactement. Ça ne veut pas dire que ça mène nulle part, ça veut dire que c'est non encore frayé. Bon. Et à l'intérieur, du moins les traductions, bon, on peut discuter. Hein, on peut discuter. Non, ça va, ça va. En tout cas, il y a un texte magnifique auquel je vous renvoie dans ce bouquin, dans cette série de conférences qui ont été réunies dans ce bouquin. Il y a un texte magnifique qui s'appelle « L'époque des conceptions du monde ». Et je crois qu'il y a nombre de nos gouvernants, y compris de chantres avérés de la laïcité, devraient lire ce texte. Devraient lire ce texte pour comprendre ce qu'est la modernité. Heidegger nous dit très clairement, la modernité, ce n'est pas le passage d'une conception du monde qui serait une conception du monde qui serait traditionnelle,
à une autre conception du monde qui serait moderne. C'est-à-dire, ce n'est pas le passage d'un contenu traditionnel à un autre contenu traditionnel, c'est-à-dire à une autre tradition qui serait une tradition moderne. Ce n'est pas ça du tout. La modernité, c'est cette espèce de moment où on réalise qu'on a des conceptions du monde. Et donc le fait de réaliser qu'on a des conceptions du monde, d'un seul coup, il y a des mises à distance, il y a un rapport critique. C'est pour ça qu'il y a de l'anthropologie, c'est pour ça qu'on finit par être fasciné par d'autres cultures qui sont supposées avoir d'autres conceptions du monde. Alors au départ, on va avoir un rapport condescendant. Mais quand même un rapport, c'est pour ça aussi qu'Heidegger nous dit que c'est l'époque de la mesure. Ce n'est pas l'époque de la mesure parce que c'est rationnel au sens de Descartes. Certains pourront l'interpréter de cette manière. C'est l'époque de la mesure parce qu'on a envie de mesurer l'autre, de dire « Ah, qu'est-ce que c'est que cette autre culture ?» Alors il va y avoir toute une série de mouvements. Au départ, puisqu'on est très condescendant, on va dire on est les premiers à avoir remarqué qu'on avait des conceptions du monde, c'est donc que la nôtre est supérieure. Et on va replacer sur une échelle temporelle des conceptions du monde existant simultanément dans l'espace, dans notre espace actuel. C'est-à-dire qu'on va dire « Ah, les aborigènes, ils sont bien gentils, mais ils sont inférieurs, ils sont primitifs, ils sont premiers, ils sont en retard. » On va les placer sur une échelle temporelle. Après, on va évoluer. Des gens comme Lévi-Strauss vont nous dire « Ah non, au fond, on s'était trompé. C'est que nous, on a évolué seulement dans certaines dimensions. » C'est ça aussi le problème de la culture dominante. Parce qu'on avait fait un certain nombre de choix stratégiques dans notre propre évolution et qu'on a fini par imaginer que la notion même de progrès était liée à ce que nous concevions comme étant du progrès, mais les autres, ils ont aussi progressé. Et on a découvert, finalement, dans ces sociétés que l'on critiquait ou même que l'on rabaissait en disant que c'était des sociétés à histoire stationnaire, en gros qu'elles n'avaient pas d'histoire, hein. Dire histoire stationnaire, une histoire qui ne bouge pas, vous voulez, on a fini par se rendre compte qu'elles avaient une histoire, mais qui n'était pas la même que la nôtre, mais que nous, on ne l'observait même pas, puisque ça ne nous intéressait pas, ce qui évoluait chez eux. C'est ça que nous a montré Lévi-Strauss. En partie. Hein. Donc, alors, si on veut vraiment situer un auteur, l'auteur de la modernité, enfin, à mon sens, mais là, on n'aurait effectivement pas le temps de déployer toute l'argumentation de cet auteur, et en particulier, justement, de ces trois grands ouvrages, des trois critiques d'Emmanuel Kant. C'est pas pour rien. C'est pour ça que je dis c'est pas pour rien que ça s'appelle Critique de la raison pure, Critique de la faculté de juger, Critique de la raison pratique. C'est pas pour rien qu'il y a le mot critique. Parce que, par définition, si nous entrons dans un monde où la vérité, au sens moral, la vérité au sens épistémologique, au sens scientifique, la vérité au sens politique, ce qui est légitime, ce n'est pas le roi, n'est plus définie a priori, automatiquement elle ne peut être définie que par le passage au crible, c'est-à-dire, étymologiquement, par la critique. Et c'est pour ça que Kant est véritablement, à mon avis, le précurseur de la modernité. Alors que chez Descartes, il n'y avait pas encore ça. Et il y a en particulier une phrase qui me semble emblématique de cette transformation et qui a un certain nombre de conséquences, des conséquences qui sont véritablement gigantesques. C'est, petite phrase, « Il n'y a de science que des phénomènes ». Ça voulait dire, il n'y a de science que ces phénomènes. Ça veut dire, il n'y a de science que ce avec quoi je suis en contact. C'est-à-dire ce dont je fais l'expérience, c'est-à-dire phénomène. C'est un mot qui n'est pas employé au hasard. Parfois, il emploie Erscheinung aussi, mais c'est ce qui m'apparaît et je ne suis jamais en contact directement avec le réel. Donc le réel en lui-même, ce qu'il appelle la chose en soi, je ne peux rien en dire, mais alors rien du point de vue scientifique. Par contre, je peux dire ce que je veux des phénomènes, je peux essayer de faire émerger des régularités de ces phénomènes, je peux construire des machines, je peux faire absolument ce que je veux, mais ça ne me dira rien de l'absolu. Ça ne me dira rien de Dieu, pour parler comme on parlait à l'époque. Ça ne me dira rien. Absolument rien. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'absolu. Parce qu'il dit il n'y a de science que des phénomènes, ce qui ne veut pas dire il n'y a que des phénomènes.
Parce que lorsque Kant dit « il n'y a de science que des phénomènes », il veut dire, en dehors de ça, en dehors de ce rapport critique, en dehors de ce travail permanent, on n'a plus le droit de prendre une position totale, voire totalitaire, de surcroît, si c'est lorsqu'on est à la tête de l'État, sur des conceptions fondamentales, c'est-à-dire sur des conceptions absolues. Ça ne veut pas dire que ces conceptions absolues ne doivent pas exister. C'est-à-dire qu'elles n'existent pas. On en a besoin en raison pratique. Raison pratique, c'est-à-dire la morale, c'est-à-dire trouver des raisons, des justifications à mon action. C'est ça, la raison pratique. La raison pratique, c'est trouver des raisons à mon agissement. Et là, on en a besoin parce que sinon, effectivement, on serait livré au pur intérêt de nos sens. C'est-à-dire qu'on a besoin, c'est le postulat de la raison pratique, on a besoin de supposer qu'il existe autre chose que ces simples phénomènes. Mais on n'a pas le droit de prendre une position qu'on imposerait totalement et totalitairement. Alors pour résumer sans entrer plus loin dans le détail, la modernité, vous l'avez compris, ce n'est pas un contenu, c'est un contenant. Et le problème, c'est qu'au XIXe siècle, ce contenant a été trahi en se donnant lui-même un contenu. Le positivisme, c'est redevenu une tradition. C'est-à-dire, elle s'est redonnée, le positivisme s'est redonné. D'ailleurs, Auguste Comte n'avait pas hésité à parler de catéchisme positiviste, lui-même. C'était redevenu un contenu, du point de vue épistémologique, avec ce que on pourrait appeler le fétichisme du fait, de la matière. Comme si la matière devenait quelque chose, au fond, presque de transcendant, même si les positivistes auraient dit le contraire. Comme si ça existait en soi, comme si on allait trouver quelque chose, on allait décrypter quelque chose au-delà de nos sens, quelque chose de plus réel que réel. Mais ça a été trahi aussi sur le plan politique, puisque, et c'est là où je voulais en venir, le laïcisme et le républicanisme ont fini, au lieu d'être des expressions de cette modernité, par se donner un contenu, une tradition particulière et même une forme même de religiosité républicaine qui a servi, au nom d'un certain nombre de valeurs implicites, à éliminer un certain nombre de groupes, encore jusqu'à aujourd'hui, au nom de ces valeurs, alors qu'en réalité, c'est pour des raisons, le plus souvent, pas tout le temps, de pure intolérance, avec une manipulation concertée des trois éléments constitutifs de l'ordre public, tranquillité, salubrité, sécurité publique. On pourrait aussi dire qu'il y a une trahison économique, mais de la modernité, mais on y reviendra. Vous voyez, je crois qu'il faut bien garder ça en tête, c'est que la modernité, ce n'est pas un contenu, mais de notre côté, la modernité autorise tous les contenus, mais avec une limite, avec des limites particulières, et qui sont chaque fois redéterminées et rediscutées de façon critique, et que c'est aussi pour cela, d'ailleurs, qu'il y a des sociologues, qu'il y a des anthropologues, et c'est aussi pour cela qu'on étudie les valeurs. Parce que les valeurs dans une société traditionnelle, on ne les discute pas. Le seul fait de les envisager de façon scientifique, c'est possible seulement parce qu'on est dans la modernité, c'est-à-dire seulement parce que ce contenant est quand même là, même s'il est tout le temps, il y a tout le temps une sorte de lutte, parce que chacun essaye de lui donner son contenu, comme si c'était ça la seule modernité. Troisième point de ce prolégomène. Troisième point de ce prolégomène, sur l'idée de culture dominante. Alors, c'est une expression qui était employée par Pierre Bourdieu, cette expression de culture dominante, et qui a souvent été mal comprise, par certains disciples de Pierre Bourdieu, mais surtout par ceux qui ont voulu critiquer Pierre Bourdieu en disant Pierre Bourdieu est un marxiste. C'est du marxisme, il est en train de nous ressortir la lutte des classes, le rapport de domination, etc., alors que pas du tout. C'est beaucoup plus subtil que ça. D'ailleurs, Pierre Bourdieu s'en est expliqué dans un de ses derniers livres, Méditation pascalienne, où il répond aux gens qui lui disent qu'il est marxiste en disant non, je ne suis pas marxiste, je suis pascalien. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, d'abord, pour Pierre Bourdieu,
ce qui compte le plus, le plus gros des pouvoirs, c'est ce qu'on retrouve chez Pascal, c'est le symbole. Et une des originalités de la pensée de Pierre Bourdieu, c'est d'avoir expliqué que le symbole, ça pouvait même s'accumuler, s'accroître. C'est un véritable capital. Capital dans le double sens du mot, au sens presque économique du terme, c'est-à-dire qu'on peut faire grandir son capital symbolique. On peut même ensuite négocier son capital symbolique en capital matériel, c'est-à-dire vendre une partie de son capital symbolique. Par exemple, un homme d'affaires qui a besoin de redorer son blason, il a besoin d'être entouré d'un certain nombre de philosophes, d'écrivains, etc. Et donc, il y a une sorte d'échange de capital. Et ça, Bourdieu montre même qu'il y a des taux de change. Il y a des taux de change particuliers suivant le change. Et c'est extrêmement subtil et ce n'est pas du tout marxiste dans ce sens-là, du moins. Parce qu'il y a une partie quand même qui est effectivement marxiste. Donc ça, c'est une première chose. C'est un capital. Aussi au sens de potentiel. Ça veut dire que c'est une ressource. Ça fait partie des ressources disponibles pour pouvoir agir dans le monde. Alors, la culture dominante, qu'est-ce que ça veut dire dans ce sens-là? Ça veut dire que, à un moment donné, il y a un certain nombre de symboles constitutifs d'une culture et déterminés par des valeurs, c'est-à-dire par des ordres de priorité, qui sont les ordres de priorité d'un groupe particulier, qui finissent par s'imposer dans le tableau social. Et j'emploie le tableau social pour dire que, plutôt que l'image marxiste de la lutte, il faudrait plutôt envisager la métaphore picturale. C'est-à-dire que quand une culture est véritablement dominante, si vous comparez une culture à une couleur qui serait dominante dans un tableau, vous ne percevez plus cette couleur justement parce qu'elle est dominante et vous ne percevez plus du coup que des dégradés de cette couleur. Je donne un autre exemple. Vous mettez des lunettes de soleil teintées en bleuté. Vous ne voyez plus le bleuté. Vous voyez tout en bleu en réalité derrière ces lunettes de soleil. Mais vous ne voyez plus le bleuté parce que ce bleuté est tellement dominant que vous ne voyez que des distinctions, des rapports, des dégradés par rapport à ce bleu. Mais une culture dominante, ça fonctionne de cette manière. Ça fonctionne par-dessous, ça ne fonctionne pas de l'extérieur. Comme si vous mettiez des lunettes, mais vous ne savez pas que vous avez ces lunettes sur le nez. Plus rien n'est bleu, parce que tout est bleu. Donc, puisque tout est bleu, plus rien n'est bleu en particulier. C'est ça une culture dominante, c'est-à-dire que c'est dominant dans le sens où ça domine le tableau social, c'est-à-dire qu'on est véritablement immergé dans cette culture dominante. Alors, d'après Pierre Bourdieu, justement, le moyen de sortir de cela, il y aurait un moyen, là je serais plus sceptique que Pierre Bourdieu, c'est ce qu'il appelle la socio-analyse. Bourdieu nous dit, la psychanalyse c'est bien gentil, mais c'est un petit peu limité, ces histoires de névrose, le côté complexe d'Oedipe, etc. Alors Pierre Bourdieu nous dit, il y a beaucoup plus profond que ça. On nous dit tout le temps que le niveau social est moins profond. En réalité, il est beaucoup plus profond. Ça va beaucoup plus loin, c'est-à-dire que les gens agissent dans leur microculture à l'intérieur d'une macroculture, la microculture de leur famille à l'intérieur d'une macroculture qui va être celle de la société. Et ils vont vouloir acheter tel ou tel type de voiture, ils vont vouloir devenir médecin, avocat ou ceci. Ils vont prendre toute une série de décisions en fonction de ça. Alors pour se libérer, ce qu'il faut, c'est qu'ils fassent une socio-analyse, pas une psychanalyse. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils sachent pourquoi est-ce qu'ils ont voulu devenir directeur d'hôpital. Pourquoi est-ce qu'ils ont voulu devenir professeur d'université, écrivain, ou faire ceci, ou faire cela, etc. Et là, ils vont véritablement se libérer, beaucoup plus qu'en faisant une psychanalyse. C'est ce que dit du moins Pierre Bourdieu. Il dit d'ailleurs que tout bon praticien des sciences sociales doit commencer par faire sa socio-analyse, sinon il s'en sortira jamais. Voilà. Je ne sais pas si Pierre Bourdieu s'en était sorti lui-même, pour tout dire. Parce que ses derniers ouvrages sont pas très socio-analytiques. Alors, donc, le premier point, je me souviens plus ce que j'avais dit sur le premier point, c'était ça. Alors, justement, deuxième point, la question de la socialisation. Je vais essayer de passer vite sur ce point-là. Ce qu'on appelle la socialisation, justement, c'est par quel moyen, par quel biais, selon quelle modalité,
puisqu'on a parlé d'intérioriser, puisqu'on a parlé d'incorporer, que les valeurs ne sont efficaces que quand elles sont incorporées. Parce que dès qu'elles sont réfléchies, c'est comme quand on fait du ski. On peut vous expliquer par A plus B exactement comment vous devez faire du ski. Tant que ce n'est pas incorporé, vous allez tomber, retomber et retomber. Et à la limite, plus vous allez y penser, plus vous allez les réfléchir, moins vous serez efficace. C'est ça que nous montre aussi l'idée de culture dominante. C'est pour ça d'ailleurs que ceux qui sont dominants à l'intérieur d'une culture dominante n'ont pas besoin d'apprendre ce qu'il y a à faire, parce que ça a été chez eux incorporé, et du coup ils dominent. Et c'est la minorité dominante de l'ensemble du tableau social. Mais du coup, comment est-ce que ça s'incorpore? C'est-à-dire comment est-ce que ça entre en vous? Eh bien, c'est ce qu'on appelle les modes de socialisation. Alors je ne vous surprendrai pas assurément en vous disant que le premier mode de socialisation auquel on pense, évidemment, c'est la famille. Alors jadis, on parlait aussi du service militaire. Maintenant, c'est plus vraiment d'actualité. Alors évidemment, il y a l'école. L'école, c'est un mode de socialisation. Il y a des sociologues, il y a des pelletés de sociologues qui étudient l'école en tant que mode de socialisation, les différentes formes. C'est d'ailleurs pour ça que dans la continuité, parce que l'acteur social naturellement cherche à reproduire sa culture chez ses enfants, ou du moins cherche à reproduire ce qu'il imagine être soit sa culture, soit ce qui la dépasse. Quand il aime ses enfants, mais en général, c'est... Je sais que maintenant, on nous explique qu'il n'y a plus d'instinct maternel, mais bon, ça sera discuté. Non, pas de réaction, mais c'est très bien. C'est bien. Je veux dire que c'est un public qui est pas très médiatisé, ce qui est bien. Donc, c'est pas mal, parce que dans l'amphithéâtre, effectivement, là, immédiatement... voilà. Donc, on met ses enfants dans des écoles où on estime qu'il va y avoir une meilleure incorporation des valeurs qu'on estime être les plus légitimes. Basique. D'où les écoles privées sous contrat, parce que justement l'Église catholique, à un moment donné, a fait partie elle-même de la culture dominante, donc a négocié au niveau politique la possibilité de continuer à avoir un certain nombre de privilèges, mais de toute façon, ce qui fait aussi la culture dominante, c'est la négociation d'un certain nombre de privilèges. Et quand je dis privilèges, encore une fois, je ne le dis pas au sens péjoratif. C'est nécessaire. Ça ne peut fonctionner que comme ça, de toute façon. Alors, il vaut mieux que les privilèges soient officiellement des privilèges. Parce que sinon, c'est plus difficile de lutter, c'est plus difficile de critiquer, dans un certain sens. Alors ça, c'est ce qui constitue ce qu'on appelle les modes de socialisation primaire. Alors, ensuite, on a les modes de socialisation dits secondaires. Et je rangerai justement dans les modes de socialisation secondaires tout ce que l'on appelle les médias. Et en prenant le mot média au sens étymologique du terme, c'est-à-dire ce qui se situe entre deux, ce qui est au milieu. C'est ça les médias. Ce qui fait écran. Ce n'est pas seulement l'écran de télévision, c'est aussi l'écran de télévision, mais les médias, c'est ce qui fait écran, c'est ce qui se situe entre deux. Donc la radio, la télévision, mais toute une série de choses. Et les organismes qui étudient les valeurs et qui ensuite d'ailleurs se servent de la télévision ou de Futurible, c'est-à-dire malgré tout de magazines qui sont des médias, de revues, de tout ce qu'on veut, même les revues scientifiques sont des médias. Alors, je crois qu'on a pendant très longtemps surévalué l'impact de ces fameux médias. Surévaluer l'impact de ces fameux médias. On nous a dit les médias socialisent nos enfants autrement, ça concurrence l'éducation, etc., etc. Alors, ça fait longtemps qu'on sait, par certains sociologues comme Lazarfeld et puis d'autres sociologues, que ça ne fonctionne pas du tout. Contrairement à ce qu'on croit, la télévision, même lorsqu'on la regarde, je ne parle pas 24 heures sur 24, mais même lorsqu'on la regarde 6 heures par jour, alors elle fait d'autres choses. Elle construit d'autres choses, la télévision, et des choses pas forcément extraordinaires, très positives. En revanche, par exemple, prenons une valeur donnée, l'opinion politique. C'est une valeur, l'opinion politique, puisque je vous disais que les valeurs, c'est un ordre de priorité, choisir un certain nombre de choses au détriment d'un certain nombre d'autres choses. Or, c'est exactement ce que signifie gauche-droite. On se rend compte que, d'une manière générale, il peut y avoir des cas particuliers, d'une manière générale,
si il y a par exemple, plus de représentants de la droite qui s'expriment à la télévision à un moment donné pendant une semaine, ceux qui se sentent à gauche vont trouver ça horrible, vont critiquer, vont être négatifs, et ceux qui vont trouver ça très bien vont trouver que finalement, ça y est pas tant que ça, que c'est que naturel, que c'est bien, que « Ah, mais il s'est bien exprimé, c'est merveilleux, etc. » Alors, pour résumer, je dirais que les médias, et y compris les organismes, donc les organismes, à la fois les organismes de sondage et ceux qui ensuite diffusent ces études sur les valeurs et la télévision, puisque la télévision, dans un certain sens, colporte un certain nombre de valeurs. Enfin, le moindre film, le moindre feuilleton contient un certain nombre de priorités. Eh bien, en réalité, ne font que soit confirmer, soit accentuer, soit accélérer des tendances, mais jamais transformer une tendance, ne remettre jamais en cause une tendance. Alors on pourra en discuter, mais en tout cas c'est ce que montrent les enquêtes sociologiques, ou du moins, et c'est là où j'en arrive à mon troisième point, seulement sur un certain niveau de valeur. S'il y a un impact, c'est seulement sur un certain niveau de valeur. Et c'est pour ça maintenant que j'aimerais, devant vous, distinguer les différents niveaux de valeur. Et c'est vrai que j'ai été très critique pendant pas mal de temps avec les sociologues qui s'occupent des valeurs, qui sont des sociologues des valeurs. C'est-à-dire c'est leur profession, ils sont spécialisés dans les valeurs, ils font que ça toute la journée. Il n'y a que ça qui les intéresse, les valeurs. Et j'ai un ami d'ailleurs avec qui on a écrit un livre sur la question. Justement, il m'en a voulu parce que je critiquais dans le livre qu'on était supposé écrire ensemble. Quand il a lu ma partie, il a dit « Mais qu'est-ce que... » Pourquoi ? Parce que ces sociologues des valeurs ne réfléchissent qu'à partir des fameuses enquêtes valeurs, qui sont des enquêtes intéressantes. Mais le problème des enquêtes valeurs, c'est que on donne un questionnaire à un individu, avec, donc, comme tout questionnaire, il y a des questions, puis il y a, comme je vous disais, avec des choix ordinaux, c'est-à-dire on place en ordre de ce qui est préférable, ce qu'on préfère, jusqu'à ce qu'on aime le moins, puis toute une série d'autres choses sur est-ce que vous êtes plus pour le bien-être, est-ce que vous êtes tolérant, est-ce que vous êtes ceci, est-ce que vous êtes cela, etc., etc. Et à la suite de ça, comme si par magie, on a le sentiment que ressortent les valeurs. Alors que moi, je pense que ce qui ressort là, ce n'est justement qu'un niveau particulier des valeurs, ce que j'appelle les valeurs réflexives, c'est-à-dire celles qui sont réfléchies. Parce que lorsque je mets ma petite croix en réponse à la question, je réfléchis, c'est pour ça que je parle de valeurs réflexives, je réfléchis à la réponse que je veux donner en disant « Ah, non, je ne peux pas dire ça. Ah non, je ne peux pas avoir l'air d'être ça. Mais je ne suis pas comme ça, etc., etc. » Ou je ne peux pas même donner le sentiment que je suis comme ça. Alors même si je suis anonyme, même si c'est anonyme, j'ai toujours l'impression qu'il y a une sorte d'œil abstrait, extérieur, qui me regarde ou qui va me regarder ou qui va me lire. Je vous renvoie à Kundera, l'insoutenable légèreté de l'être ou l'immortalité, où il montre qu'on a toujours le sentiment qu'il y a un œil qui est en train de nous regarder dans tout ce qu'on fait, quand on va aux toilettes, quand on bouge, quand on se tourne. Oui. Et donc, au fond, ce temps de réflexion que j'ai pour mettre ma petite croix fait que c'est seulement un certain niveau qui va se manifester. Ce n'est pas les valeurs. Les valeurs, ça peut être démultiplié en une foule de choses, au fond. Et moi, je crois que ça peut être démultiplié en particulier à 3 niveaux. Le niveau, alors, jadis, je disais superficiel, le plus superficiel. Mais je n'entends pas superficiel au sens de moins important. Superficiel, ou au sens propre, ça se situe plus à la périphérie, à la superficie, dans les couches les plus externes, mais qui sont importantes. Ce que j'appelle les valeurs discursives. Deuxième niveau, ce que j'appelle les valeurs réflexives, ce qu'on vient de voir. Et troisième niveau, ce que j'appelle les valeurs concrètes. Les valeurs discursives plus les valeurs réflexives constituent les valeurs théoriques. Ça veut dire que, en théorie, ce sont mes valeurs. En théorie, c'est ça mon ordre de priorité. Et puis, les valeurs concrètes constituent le niveau pratique. Pourquoi ? Parce que
concrètement, en pratique, donc au sens de la raison pratique, lorsque je me décide, je vais choisir en fonction de ces valeurs-là, même si je ne le dis pas. Pourquoi discursive? Valeur discursive? Alors, valeur discursive, ça, si vous voulez, ça serait toutes les valeurs qu'on peut considérer comme des labels officiels sur une boîte de conserve. Nous, nos valeurs, c'est d'être bio. C'est la valeur comme produit d'appel. C'est discursif, c'est le discours. C'est toutes les images qui ressortent dans le marketing, à tous les niveaux, du marketing politique jusqu'au marketing label sur la boîte de conserve, ou jusque dans la publicité, ceux qui disent nous n'avons pas les mêmes valeurs, mes valeurs c'est ceci, Bordeaux Chanel, je ne sais pas quoi, etc. C'est ça, les valeurs discursives. C'est cet aspect véritablement démonstratif de la valeur qui se donne à voir, qui se donne à entendre par des images, le plus souvent. Deuxième niveau sont les valeurs réflexives, c'est-à-dire cette fameuse réflexion, ce temps de réflexion que je me donne. Et quand je me donne ce temps de réflexion, immédiatement, je vais dire « Ah oui, je suis tolérant. Ah oui, ceci. Ah oui, cela. » C'est le deuxième niveau. Et le troisième niveau sont les valeurs concrètes. Alors, c'est celles qu'on pourrait appeler les valeurs incorporées. C'est vraiment les modalités d'action. Alors, tout le problème est de savoir comment, si on a une démarche un peu scientifique, comment on repère ces différents niveaux de valeurs. Je veux dire, c'est simple. C'est pas si simple que ça. Au fond, il y a 3 méthodologies. Et suivant la méthodologie, c'est jamais les mêmes valeurs. C'est ce que j'essayais de dire à mon collègue Claude Dargent, avec qui on a publié ce livre sur les valeurs. Je lui disais, je ne critique pas ce que tu fais. Bah, plutôt si, je le critique. Mais je ne le critique pas en négatif. Parce que c'est extraordinaire. Tu repères les valeurs réflexives. Mais seulement les valeurs réflexives. Pourquoi? Parce que ta méthodologie, c'est par enquête, avec des questionnaires, et les gens y répondent, ils mettent des petites croix. Si tu veux avoir les valeurs discursives, il faut procéder autrement. Il faut faire l'analyse de contenu des publicités, même sur ordinateur, avec la récurrence, le nombre de fois où les mêmes mots reviennent, avec les régularités formelles, etc. Alors là, on a d'autres choses qui apparaissent, qui peuvent être corrélées, mais on a d'autres choses qui apparaissent. Et puis si tu veux repérer les valeurs concrètes, alors là, c'est plus compliqué, il faut faire de l'anthropologie participative. Il faut discuter avec les gens, mais il faut presque vivre avec eux. C'est ça la méthode ethnographie, il faut discuter, puis continuer à discuter. Alors moi, j'ai 2 méthodes pour accélérer le processus, mais qui ne sont pas forcément des méthodes. C'est ce que je conseille à mes étudiants dans les séminaires. Alors il y a la méthode douce, que j'appelle empathique. C'est-à-dire que même si vous discutez avec un individu qui est d'extrême droite, et on va dire même, imaginons que c'est même un euphémisme de dire qu'il est d'extrême droite, hein, le type il va quand même vous dire qu'il est très tolérant, qu'il n'est pas raciste, qu'il n'est pas ceci, qu'il n'est pas cela. Pourquoi? Valeurs réflexives, contrainte des valeurs discursives, il ne va jamais vous dire directement ça, donc vous n'allez rien repérer, vous allez dire « Ah, c'est génial, on arrive à un taux de tolérance dans la société française, on est à 99,9%. C'est extraordinaire. C'est bizarre qu'on se comporte comme ça, malgré tout. » Ouais. Alors, c'est très facile. La démarche empathique, c'est de dire oh, vous pensez que je suis sociologue, et vous avez raison, et vous dites les sociologues, c'est tous des types de gauche, un peu. Puis 68, l'image du sociologue, du philosophe, qui travaille en sciences humaines, c'est quelque chose de pas terrible. Hein. Vous lui faites comprendre de façon empathique que vous êtes pris dans ce truc-là, que vous savez que c'est même difficile pour vous, parce que vous devez être un peu tactique, mais qu'en réalité, vous pensez pareil, pas que c'est évident. Enfin, je veux dire, quand on va dans certains quartiers de Paris, à Marseille, enfin c'est dur. Et vous lui faites comprendre. Vous lui dites, vous avez vu, ces filles, elles s'habillent avec des trucs, elles cachent leur visage, mais c'est scandaleux. Et puis c'est vraiment scandaleux de se comporter comme ça. Alors qu'on leur a tout donné, vous vous rendez compte qu'ils prennent les assurances sociales, toute notre... C'est horrible. Et donc, vous essayez de jouer sur le glissement empathique. Alors certains vont dire « Ah mais oui, mais c'est dégueulasse de faire ça parce que le type se fait piéger. » Ah non, mais le sociologue, personne ne dit que c'est quelqu'un de gentil. Hein. Il faut, comme je le dis souvent aux étudiants, arriver à presser le citron social pour qu'il ressorte un jus particulier. Mais pour presser le citron social, il faut d'abord connaître quand même les aspérités du citron en question pour savoir comment le saisir et qu'il ne vous glisse pas entre les doigts ou que vous ne preniez pas du citron dans les yeux. Vous voyez ? Et une fois que vous le pressez bien, le citron social, je vous garantis qu'il y a des choses étonnantes qui sortent par la méthode empathique. Alors le problème de la méthode empathique, c'est que parfois, effectivement, l'acteur social est plus malin
et que en même temps, il faut avoir de la patience. Ça dure quand même un certain nombre de temps. C'est pas en un seul entretien qu'on y arrive. Alors il y a, en désespoir de cause, l'autre méthode, mais ça veut vraiment dire que c'est la dernière fois qu'on voit l'acteur social en question. Alors là, c'est comment dire, c'est l'anti-empathie, c'est l'insulte. Ah oui, parce que quelle est la manière de faire ressortir ce qui est incorporé? Je vous rappelle, ce qui est incorporé, c'est très simple. C'est ce qui sort quand votre réflexivité ne contrôle plus. Vous êtes au feu rouge, on vous brûle un feu rouge, salopard! Oui, et puis vous allez sortir toute une série de choses qui sont incorporées, qui sont très intéressantes. Et vous allez dire, on va me répondre, c'est ce que on m'a répondu une fois dans une conférence. Oui, mais la personne, il ne le pense pas, ça tombe bien, c'est parce qu'il m'intéresse ce qu'il pense. C'est ce qu'il éprouve. Puisque justement, si c'était ce qu'il pensait, ça serait réflexif. Mais c'est beaucoup plus intéressant ce qu'il éprouve, parce que ce qu'il éprouve, c'est ce qui fait qu'ensuite il va dire que c'est ses valeurs et qu'il va vouloir, lorsqu'il est député, interdire toute une série de choses qui ne s'expliquent pas à lui-même peut-être, mais qui sont parfaitement explicables si on se met à l'insulter, qui vous répond d'une certaine manière, dans l'action. Oui. Ça marche, hein. Sincèrement ça marche. La seule chose, c'est que si vous faites ça sur un groupe social donné, bon, ça veut dire que vous ne pourrez pas revenir très tôt, quoi. Donc, faut ménager un espace-temps après. Donc ça, c'est une méthode. Et là, effectivement, on va avoir un certain nombre de résultats qui ne correspondent pas du tout au niveau réflexif et au niveau discursif. Néanmoins, est-ce que ça veut dire que je méprise le niveau discursif et le niveau réflexif? Pas du tout. Le niveau réflexif et discursif a son importance, et même une importance cruciale, parce que c'est la grammaire dominante, c'est-à-dire c'est l'ensemble de cette espèce de structure grammaticale qui fait que même lorsqu'on est intolérant, je prends l'exemple de la tolérance, où je pourrais parler d'authenticité, ou toute une série de mots qui sont aujourd'hui à la mode, hein, même lorsqu'on est intolérant, on exprime son intolérance dans le vocabulaire, dans la rhétorique de la tolérance, compte tenu de la contrainte grammaticale des valeurs discursives, un peu plus bas, des valeurs réflexives. Mais le problème, c'est que pour pouvoir mesurer les distances entre les valeurs concrètes, les valeurs réflexives et les valeurs discursives, pour pouvoir les mesurer et être vraiment scientifique, il faut pouvoir les repérer. Il ne faut pas dire que tout ne correspond qu'aux valeurs réflexives, qu'aux valeurs discursives, qu'aux labels sur les boîtes de conserve. Alors, c'est comme ça, à travers justement ce jeu, cette oscillation des trois niveaux, que se constitue par exemple une pudeur. Qu'est-ce que c'est que la pudeur? La définition sociologique de la pudeur, c'est comment parler en faisant en sorte, consciemment ou inconsciemment, ça dépend du niveau, sinon c'est plus ou moins incorporé, de ne pas dire un certain nombre de choses. J'avais écrit un article sur la pudeur d'un nouveau mouvement religieux, sur la construction de la pudeur de ce nouveau mouvement religieux, c'est-à-dire qu'ils arrivaient à parler de sexualité sans jamais prononcer le mot. Pourquoi? Parce que justement, il y avait un rapport particulier à leurs valeurs incorporées. Alors, il y a toujours une oscillation entre ces trois niveaux, et maintenant on est arrivé au point où on peut peut-être donner une définition partielle de ce qu'est une culture dominante. Une culture dominante, c'est lorsque les valeurs concrètes, c'est-à-dire les valeurs incorporées, celles qui sont vraiment vécues par les individus en termes de choix, en termes d'action, d'un groupe particulier, d'un groupe en général minoritaire, hein, deviennent les valeurs discursives, c'est-à-dire c'est celles qui s'inscrivent en couleur à la télévision, sur les boîtes de conserve à nouveau et partout dans les images, donc qui deviennent les valeurs discursives les plus diffusées par les médias par exemple, y compris par les instituts de sondage et autres, parce que c'est l'interprétation qui va être faite. Hein. Et du coup, ça va avoir pour conséquence que les valeurs réflexives vont entrer de plus en plus dans le moule de cette contrainte discursive. Cette contrainte discursive qui est construite par les valeurs concrètes d'un groupe particulier de la population. Je ne sais pas si j'ai été clair, comme dans cette oscillation. C'est-à-dire que vous allez avoir les valeurs concrètes, c'est ce que j'ai défini comme étant le niveau le plus interne en cercle concentrique,
d'un groupe particulier qui vont s'imposer discursivement dans les images sociales, ce qui fait que réflexivement, la majorité, cette fois de la population, va répondre dans les termes de ces valeurs discursives imposées par ce groupe minoritaire. On pourrait donner quelques exemples simples de ce genre de choses. Prenons l'exemple du bio. En dehors du fait de savoir si est-ce que c'est bon à la santé, est-ce que c'est meilleur, etc., etc. Moi aussi, je préfère manger bio. Je trouve ça très bien. Néanmoins, il y a quelque chose qui relève de la culture dominante dans le bio, et qui relève donc d'une esthétique particulière, qui relève de l'emballage même. Hein. Bon, est-ce que tout le monde... Alors, je ne m'amène pas au niveau global, parce qu'on évoquera le niveau global ensuite, au niveau planétaire. Parce que alors là, effectivement, ça pose encore d'autres problèmes. Mais est-ce que même dans la société française, est-ce que tout le monde peut vivre en achetant que des produits bio? Ça va de soi que non. Ça va de soi que non. Ça veut dire que c'est la culture, ce sont les valeurs concrètes d'une partie qu'on évoquera dans le dernier ou avant-dernier point, d'une partie très particulière des populations des sociétés industrielles avancées, qui sont minoritaires, mais qui ont fini par imposer discursivement leur label parce qu'ils sont au poste de commande, parce qu'ils sont dans les médias, parce qu'ils sont à un certain nombre d'endroits, ce qui fait que réflexivement, ça finit par devenir ce qu'on appelle pas seulement politiquement correct, c'est-à-dire nutritivement correct, ce qui est correct, ce qui vaut mieux acheter, ce qui vaut mieux... Mais en réalité, les autres minoritaires, mais pas minoritaires dominants, ils ont vraiment le sentiment que c'est mieux de manger bio, mais tout simplement, ils ne peuvent pas manger bio, d'abord parce qu'ils n'ont pas les moyens. Mais résultat, vous allez avoir un glissement dans l'ensemble de la société, où même ce qui n'est pas bio va se présenter avec une esthétique quasi bio. C'est-à-dire que vous allez aller dans les rayons des supermarchés, vous allez avoir alors ce qui est vraiment bio, etc., alors extrêmement cher, et puis le reste qui, de toute façon, puisque c'est devenu la culture dominante, même si ce n'est pas la culture particulière d'individus qui, de toute façon, n'ont pas accès à ce type de choix, ben, vont être attirés, par définition, parce qu'il y aura l'air d'être, alors on va dire, c'est plus naturel, c'est plus ceci. Alors on va ajouter, par exemple, sur des oranges qui vont être, on va dire, pas de produits chimiques après cueillette. Bon, encore heureux, mais vous allez avoir ça. Ce qui veut dire, pas la peine de vous dire ce qui a dû se passer avant cueillette. Et donc vous allez avoir, c'est ça que j'essayais d'expliquer quand je parle du tableau social et d'une culture dominante, des dégradés, au sens de la dégradation, dans tous les sens du terme, une dégradation picturale, esthétique, une déclinaison de la culture dominante. Vous allez avoir toute une série d'autres choses. Vous allez avoir des rapports de force qui s'effectuent dans la culture dominante. Je n'ai pas le temps de développer ce point, mais par exemple, puisqu'on parlait du voile, dans les années 80, effectivement, un certain nombre de jeunes filles et de jeunes femmes en France, françaises, pour plus de 90% d'entre elles, se sont mises d'un seul coup à porter le voile dit musulman, quel que soit, hijab, avec quelles que soient ses variations diverses et variées. D'un seul coup, surprise générale de la culture dominante, c'est-à-dire des minoritaires dominants, qui construisent en réalité l'esthétique dominante. Mais qu'est-ce qui a pu se passer? Comment ça se fait? Pourquoi est-ce qu'elles font ça? Qu'est-ce que fait la culture dominante? La culture dominante, elle trouve que ça fait tâche au sens esthétique du terme. Il faut trouver le moyen de l'éliminer, ce qui fait tâche. Parce que ça remet en cause les modes de socialisation qui avaient été mis en place. L'école, etc., l'école publique. Comment faire? Alors, parfois, c'est pas très délicat, parce qu'une loi... Je l'ai dit d'ailleurs à Bernard Stasi, une loi qui emploie des termes qui sont des termes même esthétiques, en dit long sur ce qui est ostensible, ostentatoire, ceci, cela, discuter sur ostentatoire, ostensible. On voit bien que ce qui embête, c'est que ça dépasse.
C'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas de la même couleur. Alors que si on avait pris la peine d'observer le phénomène en lui-même, on se serait rendu compte qu'il était en train de se passer des choses fondamentales dans la société française. Et que, et ça justement je vais encore en parler, puisque quand on parle de culture dominante, automatiquement on a la question, une autre question, que je n'ai pas encore évoquée, je vais l'évoquer à travers ce point, ce sous-point de mon point, c'est la question des minorités. Parce que qui dit culture dominante dit, il y a des gens qui ne sont pas dans la culture dominante, ou qui la vivent, qui sont dans un certain, du moins, qui dit culture dominante dit que toute minorité, toute partie de la société vit dans un certain rapport à cette culture dominante. C'est-à-dire personne ne peut y échapper. Même si on est contre, on n'y échappe pas parce qu'on est contre. Mais il y a plusieurs manières d'être une minorité. Je n'ai pas dit d'être minoritaire, parce qu'on est tous minoritaires. Les gens qui portent des chemises à carreaux sont minoritaires, les gens qui portent des pulls violets sont minoritaires, les gens entre tel âge et tel âge sont minoritaires. Enfin, on est tous minoritaires, les gens qui jouent aux boules sont minoritaires, etc. Mais ils ne constituent pas ce qu'on appelle une minorité. Qu'est-ce qu'il faut pour constituer une minorité? C'est très simple. C'est pour ça que quand on dit minorité visible, c'est franchement rigolo, parce que c'est un pléonasme. Une minorité, c'est lorsque des individus minoritaires sont visibles. C'est-à-dire qu'on les voit. C'est intéressant par rapport à l'approche cognitive. Et ce que je vous disais sur un mode pictural, culture dominante, c'est la domination dans le tableau social. C'est que d'un seul coup, il y a un truc qui ne va pas. Mince, qu'est-ce qui se passe dans le tableau, là, à droite, en haut? C'est pas de la même couleur. Et c'est ça, une minorité. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas seulement minoritaires, c'est une minorité au sens où... alors, on a des minorités qui se voient. Alors, c'est effectivement la couleur de la peau, ça peut être un handicap physique, ça peut être toute une série de choses qui font que ça peut être un handicap en termes de capital symbolique, pour y revenir, en termes de capital socio-économique, de réseau socio-économique, tout ce que vous voulez. Et donc, immédiatement, ça se voit. Mais il y a deux manières d'être une minorité, c'est-à-dire d'être par rapport au substantif. C'est une question de regard. Alors, soit on est une minorité, ce que j'appelle, je fais une distinction entre minorité passive et minorité active, et après je reviendrai sur le voile. C'est directement lié à la notion de culture dominante. Je n'y avais pas pensé sur le moment, mais c'est directement lié à ça. Distinction entre minorité passive et minorité active. C'est simple comme chou. Minorité passive, c'est lorsque je subis le regard qui me constitue comme minorité. Je ne peux pas faire autrement. Je vois bien que dans la rue, les gens me regardent d'une certaine manière. Je vois bien que quand je suis dans la queue au cinéma, il y a quelque chose d'un peu spécial. Je me rends bien compte que lorsque j'essaye d'avoir un logement, ça marche moins bien que pour mes copains ou mes copines. Donc, je vois bien que je suis constitué comme une minorité, au-delà, ou je dirais même en deçà, de ce que je voudrais. C'est ce que Bourdieu appelle la violence symbolique. C'est-à-dire, moi je voudrais ressembler à quelque chose, et tout le monde veut ressembler à quelque chose, mais les gens ne me voient pas comme je voudrais être. Donc ils me font violence en m'imposant une signification qui n'est pas la mienne, sur mon propre comportement, sur ma manière de m'habiller, sur ma manière d'être. Donc on me constitue comme minorité. Je suis une minorité passive. Et effectivement, la première génération des individus, en assez grand nombre, qui étaient en particulier immigrés du Maghreb, les premiers flux de migration, sont devenus des minorités passives. C'est-à-dire qu'ils ont subi passivement le regard, la perception qui était faite de ce qu'ils étaient. Et ce regard, ils l'ont subi de façon tout à fait docile. Contrairement à ce qu'on imagine aujourd'hui, de façon mais complètement docile, au point même de de s'auto-aliéner, de faire disparaître au maximum les signes extérieurs de leur culture, contrairement à ce qu'on croit dans cette première génération. De la faire disparaître, mais vraiment au maximum. D'apparaître comme un Français. Mais ça n'a pas marché. Et ça n'a pas marché sous le regard de leurs enfants. C'est-à-dire que leurs enfants ont fini par en vouloir, et c'est ça que révèlent les enquêtes, en particulier sur le voile, par en vouloir à la génération de leurs parents, d'avoir voulu être comme les Français, parce que de toute façon, ils ne voulaient pas nous accepter, ils ne voulaient pas
qu'on soit comme eux, ils ne voulaient pas qu'on leur ressemble. C'est-à-dire, ils en veulent à leurs parents, autant que la fameuse culture dominante. Et pourquoi est-ce que vous avez essayé de suivre cette culture dominante? Pourquoi est-ce que vous avez essayé? Parce que le ressort par excellence de la domination culturelle, le vrai ressort, le ressort secret, celui qui fonctionne le mieux, c'est pas la loi, c'est pas l'imposition, c'est même pas la loi Stasi, ça sert à rien la loi, surtout en France. Les lois en France, il y avait un rapport du Conseil d'État sur la fonction déclarative de la loi. Il faudrait un peu économiser du texte parce que les lois françaises finissent par déclarer, mais bon, c'est seulement pour déclarer, quoi. De moment, il doit y avoir. Donc c'est pas la loi c'est pas la loi qui est. C'est pas. Qu'est-ce que c'est? C'est l'imitation. Ce qui caractérise une culture dominante, c'est quand, à un moment donné, tout le monde dans la société cherche à imiter un certain nombre d'individus qui sont supposés représenter le summum de ce qu'il faudrait être. Et donc la culture dominante, elle a absolument besoin de l'imitation. Mais l'imitation, ça veut dire, je ne veux pas que tu deviennes comme moi, mais je veux quand même que tu me suives. Je vais revenir dans un instant au passage de minorité passive à minorité active avec la deuxième génération, mais pour vous donner des exemples plus proches de nous, dans une sociologie beaucoup moins controversée, qui nous explique ce que c'est qu'une culture dominante, regardez. Lorsqu'il était supposé être le summum du chic de jouer au tennis, progressivement, on a observé qu'un certain nombre de gens dans des classes, des positions, pour parler comme Bourdieu, des positions socio-économiques en capital symbolique, capital économique, très légèrement inférieures, voulaient jouer au tennis. Ça a fait le succès commercial du tennis. Mais immédiatement, ceux qui jouent au tennis se sont mis à jouer au golf. C'est une sorte de course-poursuite. Et aujourd'hui, les classes très légèrement en dessous se mettent aussi à jouer au golf. Résultat, le top du top aujourd'hui, c'est de faire de la pétanque. Alors, et oui, parce que ce qu'il y a dans ce processus de culture dominante, c'est qu'on a toujours un temps de retard, parce qu'on est toujours très légèrement out. Et c'est comme ça que fonctionne la domination. La domination, elle fonctionne comme une sorte d'attirance-répulsion pour maintenir l'ensemble des groupes sociaux à la périphérie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les maintenir comme dans un rapport d'attraction. Mais il ne faut pas qu'ils se confondent avec nous, parce que sinon il n'y a plus d'attraction. Mais il faut qu'il y ait de l'attraction au sens de l'attraction universelle, les lois de l'attraction, mais en même temps de l'attraction au sens de l'attractivité. Et en même temps, c'est un ressort commercial, c'est-à-dire que les parfums qu'on voit, dont on fait la publicité à la télévision, on fait la publicité pour les vendre massivement à une classe particulière de la population, comme si c'était l'attribut d'une classe extrêmement limitée. Guerlain, ceci dit, truc, hyper classe, la petite odeur, elle sort de sa voiture avec chauffeur, limousine, etc. Et tout le monde veut ressembler à ça massivement, alors qu'en réalité, en attendant, celle qui est vraiment dans la limousine, ça fait un moment qu'elle ne met plus ça. Ça va de soi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a en permanence une sorte de circulation, il y a une circulation qui maintient la culture dominante comme un centre autour duquel gravite l'ensemble des cultures minoritaires qui se croient chaque fois en situation d'être presque arrivées au centre, alors que cette situation de presque les situe dans une périphérie, la périphérie de l'imitation. Les lois de l'imitation, c'est pareil que les lois de la gravitation en physique, les lois de l'imitation dans la sociologie de la culture dominante. Qu'est-ce qui se passe avec les minorités? Et c'est ça que ne peut supporter. Alors, la culture dominante, elle peut supporter qu'un certain nombre d'individus, à un moment donné, intègrent cette culture dominante. Ça, elle peut le supporter. Ce qu'elle ne supporte pas, c'est qu'il y a un certain nombre d'individus qui arrêtent d'imiter. Parce que d'un seul coup, ça fait une sorte de... C'est comme s'il y avait... c'est comme si la Lune devenait une météorite qui se détachait de l'orbite terrestre. Alors là, c'est insupportable. Quoi? La Lune n'est plus notre satellite privilégié? Et c'est ce qui s'est passé dans le passage de minorité passive à minorité active. Les deuxième et troisième générations, pour résumer, même si c'est pas... C'est-à-dire de jeunes d'origine maghrébine, en ont voulu à leurs parents de ce processus d'imitation. Parce qu'ils se sont bien rendus compte que de toute façon,
leurs parents n'avaient aucune chance d'intégrer la chose. Et donc, qu'en réalité, ils étaient à la périphérie, au double sens du terme, à la périphérie géographique des villes, dans les cités dortoirs et autres, mais en même temps à la périphérie symbolique et économique, à tous les niveaux. Du coup, sachant qu'il n'était pas possible de gravir, mais seulement de graviter, ils se sont refusés à graviter. Et quel est le seul moyen? Constituer son propre centre pour ne plus imiter le centre d'un autre. Et le passage donc, non plus de minorité passive à minorité active, c'est-à-dire, eh bien c'est vrai, on est minoritaire, on est visible, mais cette visibilité, non seulement on la revendique, mais on l'accentue. C'est pour ça qu'on a eu, de façon concomitante, le même phénomène, avec des variations différentes, parce que les individus sont différents, parce que les groupes sont différents, parce qu'ils n'ont pas les mêmes familles, parce qu'ils ne sont pas pareils. La constitution d'une culture quartier. La constitution d'une culture quartier avec la manière de s'habiller. Et le voile, c'était ça. Mais avec une variation, différente de celui qui va s'habiller en mettant son pantalon avec la ceinture ici, dans un certain rapport à une autre culture qui serait la culture des détenus américains, en particulier des détenus noirs américains qui veulent montrer qu'ils sont solidaires, pas les détenus, les noirs américains qui veulent montrer qu'ils sont solidaires des détenus à qui on oblige d'enlever leur ceinture. Après, ça s'est perdu, ils ne savent plus pourquoi ils le font. Ils pourraient y mettre le pantalon tout en bas. Mais c'était pour constituer une culture propre. C'était pareil le voile. Donc c'est un voile purement post-industriel avec des individus qui utilisent leurs droits dans un espace public théoriquement ouvert sans remettre en cause l'ordre public. Et celles qui mettaient le voile sont celles qui remettaient moins en cause l'ordre public pour la bonne raison que c'était celles qui étaient les meilleures à l'école. C'est ça qui a posé problème. J'ai dit d'ailleurs dans une émission récente, c'est quand même drôle qu'on s'attaque au voile, soi-disant, parce que ce qui est horrible dans le voile, c'est qu'il est imposé, alors que dans les années 50, 60, 70, où on savait, où il y avait de grandes chances pour que ce voile soit imposé, mais à l'intérieur des immeubles, par la première génération, là on s'en foutait complètement, excusez-moi du terme. Mais par contre, dans les années 80, où on est sûr, on voit que c'est un voile, mais alors plus que revendiqué, puisqu'il est non seulement revendiqué, mais il est revendiqué contre la famille. C'est pas le voile du grand frère. C'est le voile de « c'est mon choix, on va te faire voir ». C'est le voile de « maman, je me perds de tous les côtés, je suis gothique, je me maquille en noir, et je suis pas contente, c'est pareil. J'ai ma copine, elle est entièrement voilée, c'est un peu pareil. » Vous voyez ? C'est ça qui est en train de se passer. Alors c'est quand même drôle de dire, c'est quand même drôle de s'attaquer au voile parce qu'il est imposé au moment où, sociologiquement, il est ultra volontaire. Ça veut dire qu'on ne s'attaque pas au voile volontaire. Plutôt, on ne s'attaque pas au voile imposé. On s'attaque au voile volontaire. Donc la cible, c'est le voile volontaire. Le problème, c'est qu'il soit volontaire. Et qu'il soit volontaire chez des jeunes filles qui veulent aller à l'université, qui veulent devenir médecins, etc., etc., etc. Donc, vous voyez, ce phénomène de course-poursuite, l'idée de minorité passive, minorité... Ah oui, là j'étais à un tiers. Donc j'aurais voulu en venir maintenant à un problème peut-être plus fondamental. Je vais essayer, même s'il est plus fondamental. Par définition, les problèmes fondamentaux sont abyssaux. Donc qu'on aille en superficie ou qu'on aille au maximum où on peut aller, comme l'infini divisé par 2, ça fait toujours l'infini, on n'ira pas plus loin. Donc je vais rester en superficie. C'est la question, cette fameuse question de pourquoi est-ce qu'on a besoin de valeurs? C'est une question quand même, et je crois qu'il faut quand même émettre un certain nombre de fort de ce que nous venons de dire, un certain nombre d'hypothèses. Moi, je crois que lorsqu'on essaye de définir l'homme, lorsque les anthropologues en particulier essayent de définir l'homme, ils se trouvent face à un certain nombre de problèmes. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à distinguer véritablement l'homme de l'animal. Alors il y a toute une série de thèses, on ne va pas les passer en revue, on va dire l'homme, l'homme c'est celui qui a des outils. Ah bah oui, mais il y a des animaux qui ont des outils. Alors ils sont peut-être moins sophistiqués, mais c'est quand même des outils. Après on va nous dire, ah oui, mais l'homme, c'est pas pareil parce qu'il a des outils au 2e degré. C'est-à-dire qu'il fabrique des outils avec des outils. Les outils au 2e degré, c'est des outils d'outils. Mais oui, mais il y a même des animaux qui ont des outils d'outils.
Alors très très rudimentaires, mais des outils d'outils, des formes de fabrication. Dit, ah oui, non mais c'est pas ça, c'est la diversification de la trousse à outils. C'est-à-dire qu'il y a une spécialisation, peut-être qu'on s'approche un petit peu. Mais c'est toujours une question de degré, c'est pas une question de différence de nature. On va dire, ah oui, mais l'homme il a une autre caractéristique, ça devient plus intéressant déjà. Il a une autre caractéristique, lui, il a des outils permanents, c'est-à-dire qu'il les garde avec lui, comme l'habillement, ça devient un autre lui-même. Ah, c'est intéressant, cette idée de mettre une autre couche, transformer en quelque sorte, de transformer à travers une couche qui superpose à son être biologique. Alors d'autres vont dire, ah, l'homme, c'est celui qui enterre ses morts, ou c'est celui qui a des rituels, c'est celui qui associe... Et puis chaque fois, on arrive quand même à trouver des quasi-rituels chez les animaux. On arrive à trouver même des... Alors, on a beaucoup glosé sur le cimetière des éléphants. On sait aujourd'hui que ce n'est pas du tout ce qu'on croyait, que ce n'est pas cimetière au sens humain du terme. Néanmoins, il y a quand même un certain nombre d'anthropologues qui ont montré que les animaux avaient un rapport au cadavre. Du coup, on se dit, mais qu'est-ce qui reste? Et en fait, quand on regarde l'ensemble de ces caractéristiques, on voit bien qu'il y a des caractéristiques qui sont plus ou moins plus humaines. Mais on n'arrive pas à franchement dire ce qui est humain. Mais au fond, elles ont un point commun, ces caractéristiques. L'usage que l'homme... Alors, on va dire le langage aussi, j'avais oublié le langage. On va dire, ah, l'homme a un langage. Oui, bon, il y a aussi des codifications, des formes de code chez les animaux qui peuvent constituer des langages. Alors, d'autres vont dire, oui, mais l'homme, il a un langage non performatif. C'est-à-dire qu'il peut parler pour ne rien dire. En gros, il a un langage non performatif. Bon, il peut blablabla, il fait de la poésie. Bon, oui, mais enfin, il y a des oiseaux qui chantent. Alors, il dit, oui, ils chantent, mais pour la reproduction... peut-être que l'homme, quand il a l'air d'être non performatif, il pérore, il chante aussi pour la reproduction. Hein. Parce que le rapport entre le discours, le statut symbolique, la façon d'en rajouter et la reproduction, tout le monde sait que ça fonctionne. Il n'y a qu'à voir les stars, les pop stars, le rapport à la sexualité, le rapport des fans. Il y a plein d'enquêtes sur ces choses-là. Donc, ça a l'air gratuit, mais enfin, c'est pas si gratuit que ça, de notre côté. Hein. Lorsque Lara Fabian chante à 21h en prime time, elle a beau nous expliquer qu'elle fait ça uniquement pour le plaisir, pour l'amour du prochain, c'est quand même parce qu'elle a un disque à vendre. Donc, non performatif, on n'arrive pas non plus. Mais il y a quand même une chose qui, progressivement, a l'air d'être une caractéristique commune de toutes ces caractéristiques partielles. C'est que l'homme ne supporte pas d'être seulement un être physique. C'est-à-dire, il a besoin de se dédoubler en ce que j'appellerais un être moral, mais je ne prends pas moral au sens de distinguer moral d'immoral. Je prends moral au sens de... Il a besoin d'être autre chose qu'un être physique, il a besoin d'être un être non physique, un être à qui il parle. Donc il y a une forme de schizophrénie constitutive dans la nature humaine, c'est-à-dire que l'homme se raconte des histoires. Il se parle à lui-même à la deuxième personne du singulier, soi-même comme un autre, disait Ricoeur. Il se parle à lui-même à la deuxième personne du singulier, même lorsqu'il dit « je ». C'est une forme de tu. Lorsque je suis en train de parler, alors ça suppose quoi? Ça suppose que l'homme se met en scène. Ça suppose que lorsqu'il s'habille, effectivement, c'est pas seulement pour pas avoir froid, aller sur les pistes de ski. C'est parce qu'il y a un style, c'est parce qu'il y a une esthétique. Et cette esthétique, qu'est-ce qu'elle fait? Elle raconte une histoire. L'homme, c'est celui qui se raconte tout le temps, qui raconte des histoires aux autres. C'est le pilier de barre, qui raconte l'histoire universelle, qui raconte sa propre histoire. Il n'y a rien de plus ridicule que l'archéologie, hein, si vous regardez d'un point de vue rationnel. D'un point de vue purement rationnel, si on n'avait pas ça en tête, il n'y a rien de plus ridicule. Enfin, on creuse, puis on tombe sur un pot de chambre du 5e siècle avant Jésus-Christ. On dit, ah, c'est génial, ces gens-là pissaient là-dedans. Oui, d'accord, c'est génial. On met ça dans un musée, on regarde. Oh, on a intérêt à reconstituer ce petit bout. On l'a épousseté pendant des mois et des mois. Ça a coûté des millions d'euros et finalement, on a obtenu ça. Ça sert à quoi? Ça sert à une seule chose. Mais alors, une seule chose, à se raconter. Ça ne sert qu'à ça. Alors... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Bon, il y aurait plein d'autres choses à dire là-dessus, mais je crois que je vais passer, parce que sinon je ne pourrais plus dans le reste. Il a besoin de se raconter, mais vraiment... C'est-à-dire qu'il a besoin de dépasser sa pure constitution physique. S'il y a une forme de transcendance qui est, il me semble, irréductible,
c'est le dépassement de sa constitution physique. Même l'athée, il veut ressembler à un athée. Même le nihiliste, il veut ressembler à un nihiliste. Le marxiste, il veut ressembler à un marxiste, il va mettre un pull rouge, il va faire un certain nombre de choses où il va construire le récit qui va s'exprimer. Moi, quand je suis prof de socio et de philo à Sciences Po, alors je ne mets pas de cravate, je l'explique aux étudiants. Et pourquoi? Mais en réalité, ce n'est pas du tout parce que je suis différent, c'est parce que je suis le même à l'intérieur de la catégorie dans laquelle je me raconte. Vous voyez certaines personnes sur les pistes, ils se racontent. Hein. Ouais. Il y a les dominants et les dominés aussi. Hein. Il y a la culture dominante des pistes, c'est quelque chose. Hein. Non. Donc on a sans cesse besoin de ça, mais la société dans son ensemble a besoin de se raconter. Parfois le récit ne fonctionne plus. C'est pour ça que peut-être s'il y a une seule chose que je pourrais accorder à Jean-François Lyotard et à l'idée de postmodernité, puisque c'est lui qui a parlé de la condition postmoderne, c'est qu'effectivement, à un moment donné, il y a le méta-récit, ce qu'il appelle le méta-récit, le récit constitutif, à l'intérieur duquel nous nous racontons, on se raconte notre vie, on a des objectifs, on fixe un certain nombre de choses qu'on considère comme étant plus valorisantes que d'autres, etc., ne fonctionne plus. Il est enrayé. À ce moment-là, il y a une dissémination de micro-récits, les gens se racontent dans tel mouvement, dans tel secte, dans tel ci, tel cela, etc. Mais c'était quand même une condition. Il ne fallait pas vouloir la modernité. Parce que c'était quand même écrit à la base de la modernité, ça. Que les gens allaient se raconter, qu'ils allaient faire que ça, de façon disséminée. Avant, ils se racontaient, mais dans un seul récit, celui de la tradition, qui avait une contrainte générale, une contrainte grammaticale de l'histoire dans laquelle on avait le droit de se raconter. C'était ça, la seule différence. Aujourd'hui, tout le monde peut se raconter de façon disséminée. C'est ça, la modernité. Qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui devient gothique? Il ne fait pas que s'habiller en gothique. Il se raconte aussi. Qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui est rock? Il est rock aussi parce qu'il y a une histoire, il a besoin de son mythe, il a besoin d'avoir des héros qui constituent des gens avec qui il s'identifie. Voilà, on a dit le mot. On a dit le mot. Identification. Parce que l'identité, ça aussi c'est quelque chose qu'il ne faut pas confondre avec la singularité. C'est exactement le contraire. L'identité, c'est comment est-ce que je pourrais m'arranger pour être identique. Mais identique à quelqu'un, c'est-à-dire comment je pourrais m'identifier. Donc quand les gens défendent leur identité, ils ne défendent pas du tout leur singularité, justement, ils ont une sainte horreur de leur singularité. Ça fait peur, la singularité. Par contre, ils défendent leur ressemblance. Leur ressemblance à tel groupe local, tel groupe régional. Parce qu'ils peuvent s'identifier. Et quand ils peuvent s'identifier, hop là, ça y est, ils sont dans une histoire. Puis dès qu'il y a une histoire, il y a des héros. Quand il y a des héros, on peut s'identifier. Et ça vient d'où, ça? Ça vient d'où? Ça ne vient pas de l'intellect. Ce n'est pas intellectuel. C'est pour ça que je pourrais dire, pour paraphraser le philosophe français Gilles Deleuze, qui dit que l'homme est une machine désirante. Certains en ont compris. Ah quoi? Il dit que c'est une machine? Non, justement. Parce qu'une machine désirante, c'est une machine, parce que le désir, la libido au sens de saint Thomas d'Aquin, pas au sens de Freud, ça pourrait être aussi en partie au sens de Freud, hein, c'est une façon de pouvoir se raconter, c'est-à-dire de fixer des objectifs de vie, de donner un sens, c'est-à-dire de désirer être, je ne sais pas moi, Premier ministre, président de la République, ou être le premier au décathlon, faire toute une série de choses. C'est ce désir, c'est la seule chose qui nous fait bouger. Et ce désir, c'est ça qui ne peut pas être programmé. Parce qu'au fond, moi je crois que les ordinateurs peuvent être intelligents. Intelligere, ça veut dire savoir lier les choses entre elles. Peuvent lier les choses entre elles à un niveau tel qu'ils peuvent être meilleurs aux échecs, qu'ils peuvent être meilleurs à tout ce que vous voulez. Tout le problème est de savoir, est-ce qu'ils sont capables de se déprogrammer au nom du désir? Donc pour moi, le désir, c'est ça qui est important. Alors la question c'est, est-ce que l'homme est un animal intelligent, ou alors est-ce que les ordinateurs sont intelligents? Pour moi, ce n'est pas la question. La vraie question, c'est est-ce que les ordinateurs peuvent désirer? Et il me semble que non, ils ne peuvent pas désirer. Alors ça nous mène à une question plus fondamentale, encore, et qui relève aussi de ce qu'on appelle aujourd'hui l'éthique, et qui, à mon avis, explique, ou pourrait permettre même de diagnostiquer l'échec de l'éthique, l'échec de la bioéthique en particulier. Je veux dire pourquoi je pense que c'est un échec, quand même. Parce que, qu'est-ce que c'est que l'éthique et la bioéthique? L'éthique et la bioéthique, c'est essayer de donner des raisons à des gens, à des scientifiques par exemple, mais à toutes sortes de gens, pas seulement des scientifiques, d'agir d'une certaine manière et pas d'une autre. Hein?
le problème, c'est que l'éthique et la bioéthique, elle fait comme si les humains, et j'essayais de démontrer le contraire, étaient des machines intelligentes. Ça veut dire que l'éthique, elle ne se développe qu'au niveau discursif, des valeurs discursives et des valeurs réflexives, donc qu'au niveau théorique. Elle constitue des espaces de débat réflexif où les gens disent « Ah, c'est bien, c'est pas bien, c'est contre la dignité humaine, oh, l'identité humaine, c'est horrible, on ne peut pas toucher au génome, c'est sûr que c'est... » etc. Mais les gens, ils le voient de loin, ils disent « Ah ouais, je suis d'accord comme ça, c'est bien, non, moi je suis d'accord. C'est bien, puis en même temps, c'est bien d'être d'accord avec ça. C'est vrai que l'identité humaine, c'est quelque chose, on va pas... Et la dignité, alors la dignité, puis c'est pas authentique, alors on va voir tous ces mots. Typiquement post-industriel, authenticité, dignité, identité, etc. Vous avez des T à la fin, c'est ce qui conceptualise, ce qu'ils abstraient du réel, qui n'ont quasiment pas de contenu, ou alors un contenu tellement variable qu'on peut mettre ce qu'on veut dedans. Parce que bon, authentique, c'est comme un acte authentique, un acte notarié, hein, c'est l'authentification. Ça dépend qui authentifie, à part ça, c'est authentique, alors on veut tous l'authentique. Hein. Le problème, c'est que lorsqu'on agit qu'au niveau discursif, c'est-à-dire qu'au niveau du débat, eh bien, on ne provoque que l'adhésion intellectuelle. Et l'adhésion intellectuelle, ça va bien lorsqu'on est en plein jour, ça va bien lorsque je suis en train de parler là devant vous. Hein. Je vais apparaître comme étant quelqu'un de sympathique, vous vont répondre, on est dans nos jeux de rôle, caractéristiques de l'humanité, parce que l'histoire, elle se raconte ensemble. C'est pour ça qu'on est toujours sur une scène de théâtre. On échange des symboles, c'est normal. Hein. Bon. Mais c'est seulement de l'adhésion, parce que dès que je sors, quand je suis dans l'ombre, il y a des choses que je ne pourrais pas, devant vous, très sincèrement, ça ne me dérangerait pas de les faire dans l'ombre. Pourquoi ? Parce que j'adhère seulement au niveau de l'adhésion intellectuelle. Alors c'est bien beau, l'adhésion intellectuelle, mais ça n'emporte pas ce que j'appelle l'adhérence, qui, elle, se situe au niveau des désirs. C'est-à-dire le niveau de qu'est-ce que je raconte, qu'est-ce que je me raconte, qu'est-ce que je raconte aux autres, véritablement. Parce que alors là, au niveau de l'adhérence, c'est-à-dire de l'adhérence mythique, le fait de se raconter, l'adhérence désirante, alors là, la bioéthique, zéro. L'éthique, zéro, parce que c'est pas glamour. Et vous savez, ces débats ne constituent pas, ne constituent pas donc de mythes, de récits, susceptibles de se raconter, mais de se raconter vraiment, susceptibles de faire qu'on y croit. C'est fondé sur des fictions. Je ne veux pas entrer dans trop de détails, mais je vous donne un exemple. Chez Habermas, par exemple, c'est hilarant. C'est pas hilarant quand on le lit, Habermas, parce que c'est rempli c'est d'une complexité, mais une complexité qui masque, enfin, qui fait pitié dans un sens quand on voit ce qu'il y a derrière cette complexité habermasienne. Il nous explique qu'on va constituer un horizon d'intersubjectivité. C'est-à-dire que c'est horrible parce qu'aujourd'hui, on est trop objectif, on se considère comme des objets. Hein. Alors, on va construire l'intersubjectivité, mais en même temps, on ne croit pas à une transcendance. Ah bon ? Mais alors, attendez, juste une chose. Si vous dites qu'il y a un sujet, vous voulez distinguer le sujet de l'objectivité, de la matière. Vous voulez dire c'est pas seulement de la matière, parce que sinon, si je considère que c'est seulement de la matière, ah mais non, mais parce qu'on peut pas sauter le pas. Non, non, c'est quand même que de la matière, mais on va dire que c'est un sujet. Mais puisqu'on sait qu'individuellement, ces sujets ne sont que de la matière, on va dire que cette subjectivité ne se constitue que dans l'espace public, par l'intercommunication, et on aboutit, je vous passe toute la logorée, hein, on aboutit à un horizon de mutualité purement démocratique, etc. Et donc finalement, ça devient subjectif, mais au niveau social, etc. Sauf que les gens, ils s'en foutent, au niveau individuel. Si on leur dit qu'ils sont pas... ils sont sujets, de notre côté, vous la racontez pas trop, parce que vous êtes quand même que de la matière. Ça pose un problème. Là, ça constitue ce que j'appelle le schizo-humanisme. Le schizo-humanisme, c'est pire que la schizophrénie constitutive de l'humain. Le schizo-humanisme, c'est le fait d'être obligé de croire à l'humain, enfin, d'obliger plutôt intellectuellement d'adhérer en tant qu'adhésion, parce que sinon, ça ne serait pas possible. En plus, si je dis que si je ne suis pas humaniste, bon, je ne peux pas devenir prof d'université, par exemple. Je commence à dire, monsieur, est-ce que vous êtes humaniste ? Non. Ah, bon, d'accord. Donc, bien sûr, ça va de soi. Mais intérieurement, on n'y croit pas du tout. Enfin, les plus grands humanistes aujourd'hui, intérieurement, ils n'y croient pas du tout. Ils disent c'est nécessaire, intellectuellement. Sauf que du coup, ça ne constitue pas une histoire suffisamment crédible au sens à laquelle on peut croire. C'est la raison pour laquelle, dans le même temps, qu'est-ce qui se passe ?
dans le même temps, ce champ laissé libre, ce champ de l'adhérence laissé libre, par le seul niveau de l'adhésion intellectuelle, si je me suis fait bien comprendre, eh bien, il est occupé par d'autres. Par des mouvements quasi religieux, New Age, tout ce que vous voulez. Il est occupé par d'autres parce que de toute façon, c'est irréductible. Et les gens qui adhèrent à ces mouvements, ce ne sont pas des idiots, des bonnets. Ce sont des chercheurs au CNRS, ce sont des hommes politiques même, tout ce que vous voulez. Mais évidemment, notre adhérence personnelle est toujours celle qui est justifiée. Celle des autres, évidemment. J'avais une collègue, Danielle Hervé-Léger, j'ai toujours une collègue, Danielle Hervé-Léger, qui est en plus présidente de l'EHESS, qui dit la secte, c'est simple, c'est la religion des autres. C'est ça la meilleure définition. Parce que nous, on n'est jamais dans une secte, ça va de soi. Hein. C'est vraiment... bon. Alors, il y a des mouvements qui se constituent. Par exemple, un des mouvements qui se constitue, un des plus intéressants à mon sens, qui n'est pas beaucoup étudié en France, mais qui est quelque chose de faramineux quand même, c'est le transhumanisme. Je ne sais pas si certains d'entre vous en ont entendu parler. À Tabia peut-être, c'est ça, on en a parlé. C'est le mouvement transhumaniste. Le mouvement transhumaniste me paraît extrêmement intéressant parce que ses adhérents, au sens de l'adhérence, sont presque exclusivement des scientifiques de haut niveau, des gens qui sont à MIT, à Harvard, des professeurs d'université, un type qui s'appelle Nick Bostrom, qui est un professeur à Oxford et qui a obtenu des millions de pounds de subventions pour ses projets parce qu'il arrive à convaincre, etc. Et pourtant, ce mouvement, c'est une véritable eschatologie. Alors là, qui provoque l'adhérence, mais en même temps l'adhésion. Parce que c'est mettre la charrue avant les bœufs, c'est là où je voulais en venir. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas d'adhésion. Mais commencer par l'adhésion, c'est comme une tête sans ventre, sans avoir toute la structure corporelle qui permet à la tête de fonctionner. L'adhésion sans l'adhérence, c'est vraiment mettre la charrue avant les bœufs. Alors que dans le mouvement transhumaniste, on peut lui reprocher ce qu'on veut. Il propose une eschatologie et il va jusqu'au bout. Pour le coup, ils sont moins schizo-humanistes que les autres. Parce qu'ils proposent une chose très simple, ils disent alors l'humain, on nous fait tout un samigondi avec l'humain, l'homme c'est indépassable, et l'humain ceci, l'homme cela, et il faut garder la définition de l'homme, qu'est-ce qu'on va faire plus tard. Ils disent l'homme, si c'est un produit de l'évolution, et vous en êtes d'accord, c'est un produit de l'évolution, pourquoi est-ce qu'il ne changerait pas? Et puis, de toute façon, même le génome, c'est un produit de l'évolution. Je cite, entre guillemets, on s'en fout du génome, il n'a qu'à changer aussi. Pourquoi est-ce qu'il ne changerait pas? Et donc, ces gens-là nous disent, finalement, on arrive à un moment crucial, qu'ils considèrent comme étant la troisième grande phase de l'évolution, en se situant un peu dans la ligne de Darwin, mais en rajoutant une autre phase. Ils disent, première phase, c'est l'environnement qui est le facteur essentiel des transformations morphologiques. L'environnement, donc il y a des difficultés, il y a un obstacle évolutif, on contourne l'obstacle évolutif, et puis petit à petit, il y a des transformations physiques qui s'opèrent au fur et à mesure, etc. Il dit, deuxième étape, c'est l'homme. Il y a une partie particulière du vivant, qu'on appelle l'homme, qui a réussi à transformer suffisamment cet environnement, c'est ça la définition évolutive de l'homme, pour arriver à stabiliser sa propre forme morphologique, sa propre forme physique. Puisque chaque fois qu'il y a un obstacle évolutif, par exemple, il fait plus froid, je résume, au lieu de s'adapter physiquement, il met plus fort le chauffage. Ou il y a ceci, tiens, on a besoin d'aller d'un point à un autre, d'aller plus vite, on ne va pas aller plus vite en essayant de se déplacer plus vite, on va construire une machine qui va plus vite. Ce qui fait que l'homme va construire une culture, et c'est là l'intérêt de la culture d'ailleurs, dans ce sens-là, c'est-à-dire que à partir de quand on peut dire que le fait d'avoir des outils, d'avoir ceci, etc., constitue une culture? C'est à partir du moment où ça constitue un deuxième niveau comme une seconde peau qui a sa propre vitesse d'évolution. Je vous renvoie à Leroi-Gourhan, l'anthropologue Leroi-Gourhan. Il dit, mais c'est vrai qu'on n'arrive pas à déterminer la différence entre l'homme et l'animal lorsqu'il y a un outil ou pas d'outil, etc. Mais par contre, lorsqu'on voit qu'il y a une vitesse évolutive de la culture, de la technologie elle-même, qui est différente de la vitesse évolutive de l'organisme lui-même, et que même cette vitesse évolutive, il va falloir que notre organisme s'y habitue. C'est-à-dire que quand on était plus jeune, eh bien, on n'avait pas d'ordinateur. Aujourd'hui, on a des ordinateurs, on doit s'habituer parce qu'il y a une vitesse évolutive de la structure non vivante que nous avons nous-mêmes construite.
Donc ça veut dire que nous avons maintenant un rapport dialectique avec la structure que nous avons construite, qui elle-même a sa propre évolution, comme nous avons notre évolution. Alors ils disent ça, deuxième phase. Alors les transhumanismes, ils disent c'est génial, on arrive à la troisième phase, tout le monde considère que c'est horrible, mais on va bientôt s'habituer, ça sera 100 fois mieux. Vous dites ce qu'ils vous disent, hein, ils disent voilà, première phase, transformation des formes vivantes sous l'effet de l'environnement. Deuxième phase, transformation de l'environnement et stabilisation de la forme humaine. Troisième phase, la forme humaine recommence à se modifier, mais cette fois pas comme les copains, pas comme les voisins animaux, et pas par l'environnement, c'est-à-dire par elle-même. Et c'est génial. C'est une nouvelle phase dans l'évolution, c'est-à-dire que c'est mieux que le néolithique. C'est une vraie transformation. Et pourquoi est-ce que on se refuserait à cette transformation? Alors j'aime autant vous dire que vous pouvez être choqué, vous pouvez dire que vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez dire que c'est horrible, mais tout autant que vous êtes en tant que bioéthicien, si vous faites de la bioéthique, même, et je m'englobe dans le, on fait absolument pas le poids. Absolument pas le poids, parce qu'on peut s'ériger, on peut dire, mais c'est toujours intellectuel. Ça signifie rien. Alors qu'est-ce qu'ils proposent? Ils proposent quand même l'immortalité, les gars. Ils disent, à force de modifier tout ça, la constitution du vivant, regardez, aujourd'hui, on arrive apparemment à brancher des artefacts externes sur le système nerveux. Aujourd'hui, on sait à peu près ce qu'est un corps. Le jour où on arrivera à brancher votre voiture sur le système nerveux, c'est sûr, c'est peut-être pas demain la veille, mais est-ce que votre voiture, elle fera partie de votre corps ou pas? Donc il faut abandonner cette notion un peu trop limitée du périmètre corporel. Tout ça va se transformer. Alors bien sûr, on n'est pas habitué. On se dit qu'on va plus désirer, que si on voit des gens un peu biscornus qui ressemblent à des machines, on va plus les désirer. Il y aura plus de sexualité. Alors ils répondent, bah oui, peut-être, et après on désirera autre chose. De toute façon, on va se transformer. Alors qu'est-ce qu'on a à opposer à ça? Je trouve ça quand même très intéressant, parce que qu'est-ce qu'on a à opposer à ça? Normalement, la culture, l'art, la musique, qu'est-ce qu'elle fait, la musique, la peinture? Elle raconte des histoires. Mais lorsque ces histoires sont plus plausibles, lorsqu'elles signifient plus rien pour presque plus personne, qu'est-ce qu'on fait? Moi, ça me semble poser un problème. J'en arrive à l'avant-dernier point. Peut-être que ce sera le dernier. Voilà. D'accord. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais bon, sans parler du roman, bien sûr. Alors, l'avant-dernier point, sur les mutations actuelles. Parce que là, on a une micro-mutation à travers le transhumanisme, qui n'est pas entièrement distincte de la grande mutation qui a commencé dans les années 50. On pourrait, encore une fois, toujours pareil, hein. C'est comme disait Aristote, c'est une régression dans la série infinie des causes. Hein. On peut toujours dire qu'elle a commencé un peu avant, qu'on avait déjà des signes un peu avant, puis encore un peu avant, puis encore un peu avant. Bon, on va dire que dans les années 50, ça devient quand même visible. C'est vrai qu'il y a une grande transformation des valeurs qui vont finir par devenir des valeurs dominantes. Au départ, ce sont des valeurs minoritaires. En gros, c'est aux États-Unis ce qu'on a appelé la Beat Generation, les beat poètes, des individus qui ont commencé à critiquer la société de consommation, mais pas comme les philosophes de l'école de Francfort. Ils ont commencé à critiquer la société de consommation en se racontant, au niveau de l'adhérence mythique, en construisant leur propre mythe, en voyageant aux États-Unis, en recommençant à penser la nature, avec une sorte de nostalgie romantique de la nature. Hein. C'est la vague aussi du néo-orientalisme, que je connais assez bien, puisque au fond c'était l'objet de ma thèse sur le bouddhisme occidentalisé. C'est d'essayer de montrer qu'on avait reconstruit un certain nombre de choses à partir du bouddhisme pour faire passer nos propres valeurs. Et puis ça va être minoritaire, ça va passer inaperçu, ça va être marginal. On va dire c'est du New Age, c'est étrange, ces gens sont bizarres, développement personnel, mystique, c'est étrange. Mais en réalité, progressivement, ces individus, même lorsqu'ils sont morts, ils ont fini à s'imposer. C'est-à-dire que la différence entre les années 50 et les années 90, c'est que dans les années 90, on se rend compte que ce qui constituait la culture marginale de la Beat Generation et du New Age, progressivement, c'est devenu la culture dominante. C'est devenu même la culture d'entreprise. On a commencé à parler de développement personnel dans l'entreprise. Ça a été inconcevable dans les années 50. On a commencé à parler d'être soi, de bien-être, d'épanouissement. Alors, tout ça, ça vient d'où? Alors, il y a des hypothèses. Je fais très très vite, je passe
sur beaucoup d'éléments de cette nouvelle culture. Alors, il y a des hypothèses. Je crois qu'une des hypothèses les plus convaincantes, c'est celles qui sont émises par Ronald Inglehart, qui est un sociologue américain de l'Université de Michigan, qui a mis en place, c'est lui qui a mis en place l'enquête mondiale sur les valeurs. C'est la plus grosse enquête jamais réalisée dans l'histoire de l'humanité, les différentes vagues de l'enquête. La dernière vague d'enquête, elle représente quelque chose comme 95% d'échantillons représentatifs de l'ensemble de l'humanité. Même si on peut discuter la notion d'échantillon représentatif, c'est quand même pas mal. Parce qu'il y a quand même des centaines de sociologues qui travaillent dessus, chaque fois sur une seule partie, les valeurs sur le travail, les valeurs sur ceci, les valeurs sur cela. Et qu'est-ce qu'il remarque, Ronald Inglehart? Il remarque qu'il y a le passage, justement, dans les sociétés qu'on appelle aujourd'hui post-industrielles, parce que c'est des sociétés qui sont plus essentiellement axées sur le travail au sens du labeur, c'est-à-dire le travail au sens de la torture, au sens de l'obligation. Parce qu'à la place, les gens veulent œuvrer, ils veulent faire quelque chose qui les épanouisse, qui donne quelque chose à leur vie, qui donne un sens, etc. C'est pour ça qu'on appelle ça aussi post-industriel. Parce que industriel, c'est être industrieux. Donc il dit, il y a 3 types de sociétés pour lui, société traditionnelle, société industrielle, société post-industrielle. On va passer sur ces distinctions, mais en tout cas, il dit, dans les années 50, 60, 70 plutôt, parce que c'est les premières vagues datent des années 60, on observe l'émergence d'un certain nombre de valeurs qu'il appelle les valeurs post-matérialistes ou de bien-être. Ça a l'air de rien, mais ça veut dire que ça va progressivement transformer insensiblement nos comportements. D'abord, chez les individus qui ont accès à ces valeurs, mais à tous les niveaux, c'est-à-dire dans la sexualité. Par exemple, la valorisation de la virginité au mariage. Le fait de saper la valorisation de la virginité au mariage, c'est un produit direct de l'émergence de ces valeurs dites post-matérialistes. Parce que la virginité, c'était aussi un mode de reproduction sociale, de protection, qui s'était corrélé avec les valeurs dites de sécurité caractéristiques des sociétés industrielles. Donc, comment? Ah ben que chez les filles, ça va de soi. Ah bien sûr, parce qu'il faudrait bien sûr, ça va de soi, puisque justement, les filles on a représenté à un moment donné les filles comme ayant une dot. Mais en réalité, originellement, anthropologiquement, c'est pas les filles qui ont une dot, c'est les filles qui sont la dot, qui constituent même l'échange, à travers lequel c'est l'échange des femmes. Les femmes sont négociées en quelque sorte. Bon, alors on passe par plusieurs phases, progressivement on va de moins en moins négocier les femmes, mais on va négocier à travers justement la dot et toute une série de choses. Mais en tout cas, la virginité faisait partie. La virginité faisait partie de ce truc-là. Bon. Mais toute une série d'autres choses. On va voir apparaître toute une série d'autres choses. Aujourd'hui, on nous dit, je vous donne un exemple. J'anticipe sur la dernière partie, comme ça je ne la ferai pas. Je vous donne un exemple. Au niveau du travail, on nous dit aujourd'hui, il y a un problème, le problème du chômage, etc. Le chômage n'est pas un problème. On peut dire, il y a de l'emploi, mais ça dépend où. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple, quelque chose qui me touche de près. À l'université, vous pouvez sans problème faire travailler les gens pour rien. Parce que par rapport à leur désir d'être ce qu'ils veulent être, d'être soi, toutes les professions à haute teneur créative, à représenter comme soit écrivain, soit ce que vous voulez, vous pouvez sans problème engager des gens et ne presque pas les payer. Dans le journalisme, c'est pareil. En revanche, on manque de gens qui travaillent dans le bâtiment, on manque de gens qui travaillent dans toute une série de secteurs. Mais pourquoi? Mais c'est en raison des valeurs, c'est-à-dire en raison des ordres de priorité qui ont évolué. Donc on a une nouvelle division du travail à l'échelle planétaire en raison de cette transformation des valeurs. Et cette transformation des valeurs, elle a eu lieu pourquoi? Effectivement, on l'observe spécifiquement, il y a 2 facteurs qui permettent d'observer cette transformation des valeurs. Pas un seul, parce qu'on pourrait penser qu'il n'y en a qu'un. Un, l'augmentation du produit intérieur brut par tête, à partir du dépassement d'un certain seuil. Mais ce n'est pas tout, parce qu'il y a des sociétés qui ont littéralement écrasé ce produit intérieur brut, mais qui ne sont toujours pas dans le développement de ces valeurs. Il faudrait expliquer pourquoi, on n'aura pas le temps. Mais il faut en même temps, à côté de ça, la constitution d'un espace public et le fait que des objectifs qui dépassent le simple objectif d'assurer ma sécurité, qu'elle soit politique, économique ou sociale, c'est-à-dire que ces objectifs puissent être fixés légitimement dans la société. Et automatiquement, il va y avoir effectivement le développement du phénomène syndical, le développement de toute une série
de toute une série d'autres choses, le développement de nouveaux mouvements religieux, même la transformation, je vous donne un autre exemple, la transformation du tourisme. Et ça, c'est une transformation relativement tardive, mais elle est intéressante parce qu'encore, jusque dans les années 80, on était dans un tourisme industriel. Ça veut dire que le tourisme, c'était les vacances. Je suis en train d'écrire un livre où il y a un chapitre qui s'appelle « La fin des vacances ». Vacances, ça veut dire vide. Ça veut dire c'est un moment de vide où je me recharge pour travailler. Mais aujourd'hui, on ne veut plus partir en vacances. Enfin, on peut vouloir partir en vacances encore. Disons, d'un point de vue dominant, de moins en moins, on part de moins en moins en vacances, c'est-à-dire comme un moment de vide pour pouvoir travailler, mais au contraire comme un moment plein pour pouvoir se définir, s'identifier, être ce qu'on est. D'où le développement du tourisme durable, tourisme humaniste, tourisme spirituel, tourisme ceci, tourisme culturel, tourisme cela. C'est-à-dire que l'ensemble des valeurs se sont transformées et sont abouties à ce que j'appelle, moi, l'individuo-globalisme. Pourquoi j'appelle ça l'individuo-globalisme? J'appelle ça l'individuo-globalisme parce que j'ai remarqué que c'était sans cesse une survalorisation de l'individu, mais en réalité, ce n'est pas une survalorisation unique de l'individu, elle est chaque fois justifiée au nom d'un objectif global et qui n'est jamais fini. Ça peut être objectif cosmique, planétaire, qui peut aller toujours plus loin, ma région, etc. Et inversement, je vais agir dans le global, c'est-à-dire je vais voyager, d'ailleurs comme le touriste humanitaire, mais en même temps, je vais aller vers l'autre. Mais ce qui est étonnant, et ça on le remarque, dans ce que j'appelle les nouvelles hypertrophies culturelles, hyperculturalisantes, par exemple, on va vouloir un hyper-zoulou, quelqu'un qui ressemble vraiment à un zoulou, parce que sinon ça ne serait pas bien. Donc il faut qu'il s'habille encore plus en zoulou. Pourquoi? Parce qu'on va aller vers l'autre, l'autre va devenir un instrument de la sculpture de soi. C'est-à-dire que par la rencontre de l'autre, je vais me redéfinir. Donc le global, ça va être à nouveau pour revenir vers moi. Pour ça que je parle d'individuo-globalisme. Bon, il y a 3 polarités dans cet individuo-globalisme, mais on va les laisser tomber. Et enfin, cet individuo-globalisme n'est pas accepté par tout le monde, dans toutes les classes de la société. Donc ça constitue véritablement une culture dominante qui n'est pas vécue de la même manière par tout le monde. Il y a 3 manières de le vivre, que j'ai appelé rationnel, émotionnel et réactionnel. Je n'aurai pas le temps là non plus de le développer. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est que ces 3 manières de vivre l'individuo-globalisme existent non seulement dans notre société, mais à l'échelle planétaire, puisque les sociétés industrielles avancées sont devenues les productrices de cet individu. C'est-à-dire qu'elles l'imposent au reste de la planète. Mais en l'imposant au reste de la planète, il y a une partie de la planète qui ne peut pas se l'offrir, comme le yaourt bio. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple, il y a une partie de la planète qui ne peut pas s'offrir le développement durable. Parce que pour eux, c'est le développement immédiat qui compte, il faut se nourrir. Alors comment on fait? Parce que la culture dominante, c'est la culture dominante du développement durable, qui est un produit des mouvements New Age des années 50. Alors, il dit même ça. Qui est elle-même une récupération aussi d'idées naturelles, 19e siècle, le romantisme, etc. Oui. Donc qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'il y a une nouvelle division culturelle à l'échelle planétaire où les dominants et les dominés, j'ai fini, ne sont plus seulement à rechercher dans les sociétés localisées sur les différents continents, mais dans des rapports de continent à continent, sud, nord, voyez, pays pauvres, pays riches. Et au milieu de ça, il y a de nouveaux opérateurs, par exemple les ONG humanitaires. Les ONG humanitaires, elles transfèrent aussi du symbole, c'est-à-dire qu'elles imposent aussi des symboles, des manières de se comporter. Le niveau sanitaire, ça aussi, il faudra en parler. Qu'est-ce que peut signifier l'aide sanitaire aux pays du tiers-monde? Comment est-ce qu'on est dans un rapport d'adaptation, mais même dans notre rapport d'adaptation, on impose un certain nombre de symboles. Au passage, j'ai publié dans un livre qui est sorti récemment aux éditions Hermès, un article sur les paradoxes éthiques de l'aide au développement sanitaire. Et c'était un bouquin qui était entièrement consacré au développement sanitaire. Je vous remercie.